Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites. Tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut tout le monde. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce qu'on aura le plaisir de croiser une biche, des chevaux, un sanglier, je sais pas quelle surprise la forêt nous réserve aujourd'hui. En tout cas, bon ça de toute façon je le dis à chaque épisode et puis à chaque épisode on peut finir potentiellement sous le déluge, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a pas une trace de nuages dans le ciel, il n'y a pas une trace de quoi que ce soit. Il y avait quand même pas mal de voitures sur le parking de la forêt, ce qui normalement n'arrive jamais, à part notre petit pote dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc peut-être que je vais croiser plus de monde, je sais pas, normalement c'est une forêt qui est assez peu fréquentée. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais bien qu'on aborde pas mal de petits sujets différents, et je vais attaquer tout de suite en vous parlant donc d'une vidéo qu'on a sortie cette semaine. Donc cette semaine on a sorti un épisode d'Entre nous, qui est donc un autre podcast sur lequel je travaille avec Oussama, qui est sur la chaîne YouTube d'Oussama. Donc je vous en parle souvent, pour ceux qui regardent quelques vidéos. Et cette semaine, on a sorti un épisode qui a été compliqué à sortir, pour vous refaire un petit clin d'œil sur la thématique podcast, complications techniques, etc. Donc on avait tourné un épisode il y a quelques semaines de ça, dans les locaux de Orso Media chez Mathieu Stéphanie. Donc un studio qui est professionnel, qui en fait, pour ceux qui sont vraiment des consommateurs de podcasts réguliers, c'est un peu le studio que vous voyez dans les podcasts d'à peu près tous les gros créateurs qui n'ont pas leur propre studio, parce qu'il y en a un paquet qui ont la chance d'avoir leur propre setup. Alors il est plus ou moins bien réussi, mais il y a un setup que vous voyez revenir souvent. Je ne vais pas citer de nom parce que, déjà parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais c'est un studio qui est très utilisé par des gros créateurs LinkedIn, des gros créateurs de podcasts. Donc voilà, on était là-bas. C'était assez pratique pour nous parce que c'est un truc un peu clé en main. Tu viens, tu t'installes, tu tournes, tu pars et basta. Alors, il se trouve que c'était une journée où, de mémoire, il faisait extrêmement chaud. Quand je dis extrêmement chaud, c'était vraiment extrêmement chaud. Et du coup, bref, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais la pièce a un peu surchauffé. On était pas mal dans la pièce, je sais plus combien on était, on devait être 4 ou 5. Et il y a une des caméras qui a lâché. Alors je crois qu'en fait, nous, on a fait une grosse connerie, c'est qu'on a éteint la clim. Mais je me rappelle pas de pourquoi on a éteint la clim. C'est bizarre. Du coup, une des caméras a surchauffé. Et donc, sur l'heure et demie de rush qu'on a, en général, on tourne 1h30, 2 heures grand max, les épisodes d'Entre nous, et puis en montant, en descendant et en dégraissant un petit peu le propos et en mettant un peu de dynamisme au montage, ça descend vers 1h, 1h15 de version finalisée. Et donc, là, on a une caméra qui s'arrêtait, on va dire, à 30 minutes. 30 minutes d'enregistrement. Le seul petit problème, donc ce podcast-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais vu, c'est un podcast où soit je suis tout seul avec Oussama, en tête à tête, ça arrive de temps en temps, soit on a un invité, une troisième personne. Là, il se trouve qu'on a une troisième personne, qui est un mec qui s'appelle Atem, qui est un vrai pote de ouf, et qui le connaît depuis des années, et qui en plus de ça est un gars assez extraordinaire, qui a une carrière de ouf, et qui est un entrepreneur dans le monde des apps et des sites. Donc un gars qui est discret, qui bosse dans l'ombre, mais qui fait des boîtes assez vénères. Qui est par exemple à la fondation, enfin qui est à l'origine de la fondation de Digest, qui est une app de résumé de livres techniques. Enfin, techniques. Vous irez voir, vous comprendrez mieux. Mais aussi un site qui a cartonné il y a des années de ça, et puis qui est devenu
finalement une app, mais qui s'appelle Inch'Allah.com, enfin Inch'Allah, les rencontres, site de rencontres entre musulmans. Donc voilà, donc Atem, c'est l'entrepreneur qui est à l'origine un peu de ce genre de projet et qui est un gars, comme je vous dis, qui bosse hors de la lumière, mais qui fait des trucs vraiment puissants. Bref, donc tout ça pour vous dire que y a une caméra qui saute, et le petit problème, c'est que c'est la caméra d'Oussama. Et normalement, c'est pas forcément lui qui parle le plus dans un épisode, mais il fait de toute façon partie de ceux qui vont parler le plus. Donc, quand sur 1h30 de rush, il vous manque la caméra, enfin sur 1 heure, parce que du coup il s'arrête à 30 minutes, mais il vous manque la caméra d'un des mecs qui parle le plus, c'est très compliqué au montage. Par chance, le son était intact, parce qu'en fait, et on s'est rendu compte avec cette petite galère-là, on s'est rendu compte qu'en fait, le son, c'est vraiment le truc qu'il faut pas rater. Parce que si tu rates le son, t'as tout perdu. Si tu rates que la vidéo, on va voir qu'en fait, il y a peut-être des solutions. Donc la caméra de Ous saute. Heureusement, la caméra de Atem et la mienne se passe très bien. Donc, on commence à regarder au montage, etc. Et puis, il faut bien trouver une solution pour quand même sortir cet épisode, parce que nous, on est plutôt de l'école de sortons ce qu'on peut sortir, plutôt que de dire « Ah là là, c'est pas idéal, c'est pas parfait comme on aurait voulu. Basta, on retournera ou on passe à autre chose. » Pour moi, c'est un vrai exercice, parce que quand on a un peu des démons de perfectionnisme mal placés, qu'on est très esthète, qu'on aime beaucoup les produits visuels bien finis, bien post-produits, bien comme on les imaginait, se dire qu'on va sortir un épisode dont on ne peut pas exploiter toute la matière vidéo, c'est compliqué. Et au final, on est passé par un outil d'IA qui, en prenant des captures d'Oussama fixes, donc des positions différentes où il se tourne à droite, à gauche, etc., a simplement animé son visage, sa bouche, de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il parle vraiment. Évidemment, c'est pas de la reconstitution 3D fait dans un studio d'Hollywood, etc. Donc bref, on a sorti la vidéo comme ça, et Oussama m'a dit « Tu dis rien, tu la sors comme ça, et tu mets pas un message d'excuse au début, tu commences pas à en parler dans les... Tu dis rien, tu sors juste la vidéo telle qu'elle. » Et évidemment, et c'est ça qui est génial, tout le monde, ça veut rien dire, mais 99% des commentaires, c'est ça. C'est « Oh là là, à la 34e minute, Oussama, il passe en IA. » Alors, il y a ceux qui adorent ça, il y a ceux qui sont complètement dépassés. Il y a vraiment des gens qui restent des énigmes pour moi. Les gens qui s'énervent pour ça. C'est-à-dire qui reprochent le truc. Alors, si la vidéo avait été irregardable, ok, mais là, en fait, on parle d'un truc qui est totalement ok, qui est totalement passable. C'est même limite drôle. Parce qu'évidemment, c'est la première fois que ça arrive, et puis on va pas s'amuser à faire des vidéos comme ça tous les 2 jours. Donc il n'y a aucun souci à regarder cette vidéo-là. En plus, là, j'ai fait en sorte de rendre le montage dynamique pour éviter de trop rester sur ce type de plan-là. Enfin bref, vous irez voir et vous déciderez par vous-même si c'est correct ou pas. Mais en tous les cas, l'important d'un podcast, c'est quoi ? C'est le fond du podcast, c'est la conversation qui est entretenue par les protagonistes. Et donc voilà, et donc les gens s'énervent. Et ça, c'est un truc qui me fascine. Mais c'est vraiment pour moi, c'est de la science-fiction. Donc la vidéo sort, et on est un peu subjugué par le fait que les gens se déchaînent. Alors il y a plein de gens qui adorent ça, qui sont super contents. Mais je me suis fait la réflexion hier en regardant un petit peu les commentaires, en essayant de comprendre un petit peu comment c'était reçu. Alors attention, regardez trop les commentaires de quelque chose que vous produisez sur les réseaux, même si vous avez des intentions très bonnes de développer un lien avec votre communauté, votre audience, etc. C'est peut-être pas forcément le truc le plus recommandé. Préservez un petit peu votre amour-propre, si j'ose dire, et puis allez pas vous faire trop mal. Moi, c'est pas quelque chose qui me pose problème, donc j'y vais avec plaisir. Et donc, du coup, je vous disais, donc je tombe sur un tas de gus complètement perchés qui vraiment s'offusquent, comme si, tu vois, tu sais, t'as vraiment l'impression de voir des gens qui ont une place de parking dans leur immeuble qui leur est attitrée. Et un jour, ils arrivent, il y a quelqu'un qui s'est garé sur la place, ils sont énervés. Et tu vois, ils sont là, ils tapent une crise en mode « Non mais attends, mais c'est quoi ce bordel ? Non mais ça va pas bien ou quoi ? Non mais on est dans quel... C'est exactement ça, c'est comme ça que je les regarde. Là, ils sont dans les commentaires. Oui, s'il faut, ça fait... Ils sont là depuis 1 an, 2 ans, ils regardent les vidéos, ils likent, ils disent rien. Et là, un jour, il y a un rush qui saute, du coup, on le remplace avec une IA. Et là, ils pètent les plombs. Et là, c'est trop, c'est la goutte d'eau pour eux. Mais la goutte... Enfin, bref.
Et pour moi, c'est un peu dur ce que je vais dire, en même temps, on s'en fout. Pour moi, il y a une vraie sélection naturelle intellectuelle avec le contenu. Dans le sens où nous, on poste un contenu, on poste un podcast. Alors, je vous dis pas que ce podcast-là, dedans, on trouve la solution à comment faire pour ne pas détruire la planète, ou on trouve la solution à des trucs importants. On discute juste entre trois mecs qui ont des parcours différents. On rigole un petit peu. Il y a des propos très sensés. Il y a un moment donné où il y a un vrai débat pas un débat, mais il y a une vraie discussion entre Oussama et Hatem au sujet des levées de fonds et des potentiels des levées de fonds. Enfin bref, il y a de la valeur dans cet épisode-là. Alors, c'est pas de la valeur pour tout le monde, ça parle pas à tout le monde. Chacun l'aperçoit comme il veut, il n'y a aucun souci. Pas envie de penser que c'est un épisode de merde. Bah écoute, c'est ton grand droit, mais t'as envie de te dire il y a au moins 1% de valeur. Mais voilà. Donc bref, tout ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, dont je vous parle, les offusqués du dimanche matin, eux, ils viennent, ils se tapent un épisode. Parce que ce qui est phénoménal, c'est qu'on le voit à travers certains commentaires, parce qu'ils donnent des informations. Ils parlent d'un moment, ils parlent d'une certaine minute, ils parlent d'une phrase qu'on a dit. Donc, même s'ils se coltinent peut-être pas toute l'heure et demie ou l'heure et quart de podcast, ils se tapent un épisode, ils prennent de leur temps, de leur vie pour regarder un épisode. Et la seule chose à laquelle ça va servir qu'ils se soient tapés cet épisode-là, c'est de pouvoir nous dire « Vous êtes vraiment des merdes d'avoir fait ça avec une IA, c'est pas bien. » Déjà, on sait pas pourquoi, en fait, on comprend même pas pourquoi ça les offusque. Bref, si on décompose le truc, on le pose sur une table, on se dit mais qu'est-ce qui lui a fait mal ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a touché chez la personne qui justifie d'avoir une réaction ? En quoi nous on a été agressifs ? Pas agressifs, mais qu'est-ce qu'on a touché qui a fait mal ? Et en fait, j'ai beau chercher sur la table pendant 3 heures, je trouve rien. C'est pas comme si à la base le plan d'Oussama avant qu'on le passe nous en IA pour qu'il puisse être exploité, à la base c'était le plan du siècle fait par les meilleurs chefs opérateurs du monde avec une direction photo incroyable, une caméra à 100 millions d'euros, etc. C'était un plan tout simple devant un mur, il y avait même un rideau, je crois. C'est le truc le plus basique qu'on puisse imaginer. Et puis à un moment donné, c'est animé artificiellement et en plus ça se voit un petit peu parce que c'est les moyens actuels de l'IA. On peut faire des choses incroyables quand on a des studios et quand on a vraiment des gros budgets et de la technologie à disposition. Mais là, je vous parle d'un outil SaaS, un truc en ligne. Je me rappelle plus du nom de l'outil, mais je le redonnerai si jamais j'y pense. Mais tu t'attends à quoi ? Enfin, je veux dire, le but, c'est juste de pas avoir une photo figée, parce que la solution de base, ça aurait été quoi ? Ça aurait été, écoute, on prend une capture d'écran de Ous, et puis à chaque fois que c'est lui qui parle, on met juste la photo de Ous qui bouge pas. Et puis là, les gens, ils auraient dit, au lieu de s'offusquer sur l'IA, ils auraient dit c'est bizarre, quand Ous il parle, à partir de la 34e minute, ça bouge plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un problème technique. Alors, ils nous auraient insulté pareil, mais ils se seraient pas offusqués, je pense. Là, ils se sont offusqués. Enfin, ils se sont offusqués, je dis ça comme si tout le monde, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Bref, donc ça, c'est vraiment un truc qui, moi, je déguste ces trucs-là. Donc voilà, donc on a sorti cet épisode. Je sais plus pourquoi je vous en parle à la base, mais en tout cas, voilà, allez le voir si vous êtes un peu intrigué ou familier avec le monde des applications, le monde du consumer. C'est-à-dire, Hatem, lui, il a monté que des boîtes B2C, c'est-à-dire il vend que aux consommateurs. Donc vous connaissez peut-être, je reprécise, mais différence entre B2B et B2C. B2B, business to business, on vend à d'autres entreprises ou en tout cas à d'autres professionnels. Exemple très simple, vous vendez un logiciel de comptabilité d'entreprise. Vous vendez votre logiciel à des comptables en entreprise. Donc déjà, même si c'est qu'un comptable tout seul, c'est un professionnel. Mais en plus de ça, vous avez pas mal de chances de vendre à une entreprise qui a des comptables. B2B, et puis B2C, c'est l'exact inverse. Vous vendez des chaussettes, vous vendez un abonnement musique, vous vendez une épingle à nourrice, enfin n'importe quoi, mais vous vendez un bien de consommation qui est tout de suite acheté par le consommateur et non pas par une entreprise. Alors ça ne veut pas dire qu'une entreprise ne peut pas acheter de matériel B2C. Quand une entreprise achète des stylos, elle achète, elle, en tant qu'entreprise, mais c'est un produit B2C. Alors je ne vais pas m'enfoncer 3 heures sur cette notion-là, mais voilà, Hatem, lui, il s'est toujours positionné sur des boîtes B2C. Donc quand tu montes une app de rencontre, un site de rencontre, c'est tout de suite de la vie privée, donc c'est plus du tout dans le monde professionnel. Donc c'est directement au consommateur. Et il explique dans l'épisode, et ça c'est super intéressant, que si tout de suite il s'est dirigé vers ce type d'entreprise,
c'est parce que ça correspond à sa personnalité, que c'est un grand introverti, et que lui, son truc, c'est pas trop il a pas envie d'aller parler avec d'autres entreprises. Il est tranquille derrière sa machine à générer son entreprise, son code, son app, etc. Et donc c'est super intéressant. Il y a un autre point qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'à un moment donné, on parle de personal branding, on parle d'introverti, extraverti, vous irez voir, et on parle de Steve Jobs. Et à un moment donné, où il me dit, je sais plus trop quoi, et il me fait la réflexion que c'est marrant que j'ai l'image que j'ai de Steve Jobs. Parce que je lui dis quelque chose et lui, il voit pas du tout Steve Jobs comme moi je le décris. Et moi, à l'inverse, vice-versa, comme on dit. Et du coup, étant donné que je sais que ça a pas mal grindé le sujet et que Steve Jobs, c'est vraiment quelqu'un qui l'admire beaucoup et dont il s'inspire beaucoup, je me suis dit, merde, attends, s'il faut, j'ai pas la data, j'ai pas la matière, hein, j'ai pas fait 10 ans d'études sur Steve Jobs, donc évidemment, je fais comme tout le monde, j'absorbe les infos que je peux trouver, je m'en inspire, il y en a que je retiens, il y en a que je retiens pas, il y en a certainement sur lesquels je fais erreur, etc. Donc je me dis, après cet épisode, quelques temps après, surtout en le montant en fait, c'est surtout quand je le montais que ça m'est revenu, je me dis, il serait peut-être judicieux de vérifier tout ce que tu sais sur Steve Jobs, etc. Donc je commence à regarder 2-3 trucs, mais ça me sort de la tête. Et puis quelques jours après, je sais plus pour récupérer quoi, mais on passe à la Fnac avec ma femme. Très intéressant, mais voilà. On passe à la Fnac avec ma femme, et le signe, le destin, le karma, t'appelles ça comme tu veux, ou le rien du tout, on passe devant les rayons où il y a tous les nouveaux livres. Alors c'est cool, je vois que le nouveau livre de Nina Ramen est sorti, je vois que le livre de Raibed et sa femme de Papépi est toujours dans les rayons. Je vois plein de livres de gens que j'aime bien. Je vois le livre de Fanny Nussbaum, qui est un professeur très intéressant en psychologie, en neurosciences, si je dis pas de bêtises. En bref, moi ça me fait toujours rire de voir des livres de gens, ça me fait toujours plaisir de voir des livres de gens que je connais. Sur cet étal de livres, au milieu, il y a la tronche de Steve Jobs, et c'est sa biographie, quoi. Donc c'est une biographie qui a été écrite par un mec qui s'appelle Walter Isaacson, qui, je vais pas vous faire sa biographie à lui parce que je la connais pas spécialement, mais c'est quand même un mec qui est connu pour écrire des biographies de qualité, qui a écrit notamment la biographie de Benjamin Franklin, une biographie d'Albert Einstein aussi. Donc on n'est pas sur un mec du dimanche, quoi. Et quand bien même. Et puis le livre, oui, il y a un truc qui me fait rire, c'est que j'explique à ma femme qu'il y a des livres, je prends un livre comme ça au hasard d'un sujet qui m'horripile. Donc je vais même pas en parler parce que c'est le nombre de livres qui devraient pas sortir. Enfin bref. Je prends et puis je lui montre, voilà, comment on détecte un livre à la con, un livre bullshit. Donc je dis déjà, le livre il est pas épais. Ensuite, il a un format à la con, c'est-à-dire que tu as l'impression quand tu le prends qu'il est grand et qu'il y a beaucoup de matière dedans, puis quand tu ouvres, c'est écrit en assez gros, il y a énormément d'illustrations un peu inutiles, il y a beaucoup d'espace, et il y a des marges, vous savez, autour des pavés de texte sur les pages, énormes. Et puis au final, il y a très peu de pages, il y a beaucoup de pages qui servent à rien, qui sont des pages d'aération, comme on appelle ça, avec soit des illustrations, soit carrément rien, soit genre, tu tournes la page, puis là, il y a une phrase au milieu de la page, et puis t'avances. Et voilà, bref. Et puis moi, je lis les résumés, je lis les sommaires, etc. Ça me fait toujours assez rire. Et en comparaison, je lui prends la biographie de Steve Jobs, donc par Walter Isaacson, qui est un pavé de 700 et quelques pages, au format poche, donc c'est une brique, le truc, et qui est écrit en tout petit en plus pour pouvoir justement contenir le maximum et pas dépasser le nombre de pages possible à relier dans un seul et même livre. Et je dis, voilà, tu vois la différence. Et en plus de ça, il y a une différence de prix où c'est toujours le livre le moins fourni qui est le plus cher, parce qu'ils ont mis un glaçage sur la couverture, parce qu'il y a un graphiste à 25 € sur Malte, à 25 € sur Fiverr qui leur a fait une couverture, etc. Bref, donc ça me fait toujours rigoler. Et finalement, donc, je me retrouve avec ce livre dans la main, et je l'ouvre. Moi, je fais un truc des fois, je sais pas si vous faites la même chose, je l'ouvre au milieu, enfin, je l'ouvre n'importe où, et je lis 4 ou 5 lignes. Et en fait, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je sais pas ce que je cherche, mais souvent je le fais, et c'est là où je me dis, ah, je vais l'acheter ce livre. Alors, le nombre de livres que j'ai achetés pour pas les lire, moi, j'assume, hein, je plaide coupable. Quand j'en parle avec des gens, tout le monde me dit non, moi je fais pas ça. Et puis quand j'en parle vraiment avec des gens qui sont honnêtes avec moi, ils me disent qu'ils le font. Et surtout, n'importe où je vais, chez des amis, chez des machins, on a quand même tous un truc à avoir beaucoup de livres à la maison qui sont vachement bien rangés, mais qui ont l'air vachement neufs quand même, hein. Alors à moins que vous les lisiez vraiment
en tournant les pages ultra délicatement, comme si c'était un objet de valeur à 15 millions. Mais il y a quand même des livres qui ont l'air vachement neufs et qui ont l'air d'avoir jamais vachement été ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc, c'est un syndrome. Moi, je plaide coupable, hein, les gars. J'assume, je veux pas faire le mec. Ça m'arrive souvent et c'est dommage. Mais je vous dis pas que... Voilà, je pense que 60 à 70% des bouquins que j'ai à la maison, je les ai lus. En tout cas, j'ai essayé de les lire, parce qu'il y a aussi plein de bouquins que je commence à lire et puis qui me cassent la tête, pour rester poli, et donc je poursuis pas. Mais il y en a certains que j'ouvre jamais. Il y en a même j'oublie. Et donc là, j'achète ce bouquin-là, parce que je l'ai dans la main, et donc je l'ouvre au milieu, pardon, et je sais pas, je tombe sur un passage, je sais même plus ce qu'il racontait, mais je dis, mais... En fait, 700 pages de cam, 700 pages d'infos sur Steve Jobs, en sachant que c'est un biographe qui l'a écrit, c'est-à-dire que c'est pas Steve Jobs qui nous raconte sa vie, c'est un mec qui a fait un travail de biographe qui est extrêmement différent. Je me dis, mec, je dois connaître 0,00001% de la vie de ce gars-là. Alors, toute sa vie ne m'intéresse pas forcément, mais en tant qu'entrepreneur et de ce qu'il a apporté au monde de l'entrepreneuriat, de la tech, de l'informatique et puis de l'humain, entre guillemets. Attention, hein, je dis pas que c'est un dieu vivant et qu'il a aucun défaut, quoi, mais c'est pas du tout ça ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même quelqu'un qui a eu un impact sur la planète assez fort. Je me dis, mec, t'as un truc dans les mains qui coûte très peu cher, vas-y. Et donc je l'achète, et donc ce livre se retrouve, chez moi, et là vient le moment où je me dis, est-ce que ça va être un livre que je vais lire ou un livre qui va rester sur mes étagères à l'occuper. Alors je vais vous montrer un petit pote, désolé pour ceux qui ne font qu'écouter leur podcast, le podcast, mais là je vais vous montrer un pote à moi. J'ai décidé de l'appeler Régis. Ça va, mec? Yeah. Alors là il vient carrément nous voir, et en fait il a un petit masque, donc il me renifle plus qu'il ne me voit, je pense. Il a un masque qui le protège des mouches, et donc c'est un énorme cheval que je vais laisser tranquille parce qu'il ne faut pas trop les emmerder. Et donc voilà, donc j'ai fait un petit crochet par les chevaux, et je continue à vous expliquer ce qui s'est passé avec le livre. Donc me voilà de retour à la maison avec la biographie de tonton Steve. À ce moment-là, je sais pas du tout si ça va être encore un bouquin qui va rester là ou qui va me servir. Surtout que, bon, là, on parle vraiment d'un livre, si vous voulez, l'objet en lui-même constitue une excuse valable pour ne jamais l'attaquer. 700 pages en format poche, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment une brique extrêmement dense. Vous pouvez caler tout type de porte, tout type de véhicule avec. Donc, en plus, le truc est d'une sobriété assez... moi, j'aime beaucoup. Il y a juste la tronche de Jobs et marqué Steve Jobs dessus. Ils se sont pas emmerdés avec le titre ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et je sais plus pourquoi je vous racontais ça, oui. Et en fait, j'ai commencé donc un soir ou deux après l'avoir chopé, j'ai commencé à, si vous voulez, à le lire, à le feuilleter, etc. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... je sais pas si je le dis dans l'axe ce que j'aime beaucoup ou dans l'axe ce que je supporte pas dans le on va dire dans le phénomène inverse. Donc je vais plutôt le dire ce que j'aime beaucoup. On va rester positif, good vibes et compagnie. Regardez, je suis dans un champ. Je sais pas si c'est intéressant, mais c'est vraiment une étendue magnifique. J'ai l'impression d'être tout seul. En fait, c'est pas une impression, je suis tout seul. Donc voilà. Et je commence à le feuilleter, et moi, un truc que j'aime beaucoup, que je constate avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas 250 pages d'intro. Moi, ce que j'aime pas dans les bouquins, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me saoule toujours, c'est quand on rentre dans le vif du sujet, dans le bouquin, dans ce qui nous intéresse, donc dans l'histoire, dans le sujet, peu importe si c'est de la fiction, de la non-fiction, de la biographie, du bouquin business, ce que vous voulez. Quand on rentre au bout de la 35e page, quoi, si vous voulez. Je sais pas si vous voyez... il y a un avant-propos, il y a une préface, il y a une intro, il y a un disclaimer, il y a oh là là, hey. À moins que vraiment ce soit un bouquin particulier. Par exemple, je prends l'exemple d'un autre bouquin que je ponce en ce moment, mais que je poncerai toute ma vie de toute façon et que je vous recommande, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle L'Almanach de Naval Ravikant par Eric Jorgensen. Là, il y a une intro, il y a une explication. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui a été écrit par une personne au sujet d'une autre, qui n'est pas une biographie, mais qui est, on va dire, la réunion de toutes les
de toutes les citations, de toutes les phrases de valeur qui ont été dites par la personne, donc par Naval. Et donc, quand Erik Jorgensen il écrit une intro, il le fait pour vous expliquer quelle était la démarche du livre. C'est logique, parce qu'en fait, si vous ouvrez le livre, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Il y a des tweets, il y a des transcriptions de podcasts, il y a des articles, il y a des moments où Erik donne son point de vue, etc. Donc, il faut être capable pour vous pour nous, parce que pour tous ceux qui le lisent, il faut être capable de pouvoir se repérer dans tout ça. Mais en dehors de ce genre de livre qui nécessite un réglage technique, si vous voulez, une amorce technique pour que tout le monde comprenne, je vois pas l'intérêt d'écrire des dizaines, voire parfois plus de 100 pages d'intro, de préface, alors moi, ce qui me gonfle aussi, c'est quand l'auteur il invite son meilleur pote pour dire que en préface que l'auteur est génial. Alors, évidemment, on peut comprendre. On va pas leur taper dessus. Les mecs, t'as écrit un livre, t'as un pote à toi qui pèse un peu plus lourd et qui peut écrire ta préface, tu l'invites. Comme ça, il t'encense un petit peu et puis tout le monde est content, tout le monde a l'impression d'avoir fait un bon achat, etc. Bon, on va pas les blâmer pour ça. Donc revenons-en en fait. Vous avez vu, j'ai essayé de commencer par moi ce que j'aime et puis au final, c'est moi ce qui m'insupporte, c'est... Donc voilà, et là, ce livre, je l'ouvre, il y a une petite intro à peine longue, enfin à peine, pas longue du tout, mais donc il y a 2-3 pages d'intro basique où Walter Isaacson il explique comment ça se fait qu'en fait il a écrit la bio de Steve Jobs, en sachant, et pour ceux qui voudront lire le livre, ça les amusera peut-être, il a refusé de l'écrire au début. Il a repoussé le truc, il a un peu repoussé la proposition de Jobs d'être son biographe. Pardon. Voilà, alors il y a un sacré sommaire, parce qu'un livre de 700 pages, je peux vous garantir que même si vous essayez de les réunir dans des grandes parties, il y en a quand même un paquet de parties. Et donc voilà, donc je le feuillette, parce que là ça tourne en rond, je le feuillette, c'est intéressant et tout, et je repense, alors moi j'ai un problème, c'est que j'aime beaucoup écrire, je déteste lire, alors c'est compliqué à comprendre, j'aime pas lire du tout, alors je lis très peu, donc ça c'est quelque chose dont je suis pas fier ou pas fier, de toute façon, les gens qui lisent beaucoup, s'ils sont fiers, je comprends pas trop où est enracinée leur fierté, mais en tout cas faut que ce soit utile et plaisant, et moi je lis très peu, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça rejoint tout ce que je vous disais dans les épisodes précédents sur la gamberge, sur la créativité, sur le cerveau qui n'arrête pas en fait de fonctionner et d'attraper des petits trucs pour stimuler la gamberge, la cogite, la créa, etc. Moi en fait j'arrive pas vraiment à lire. Alors ça m'est arrivé, mais extrêmement rarement, plus jeune, d'avoir un bouquin et de le lire et de pas me disperser. Mais en fait si moi là je prends un bouquin, je m'assois sur une chaise ou n'importe où dans l'énorme champ que vous voyez derrière moi qui est magnifique, en fait ça va marcher 3 minutes. Et puis au bout de 3 minutes, ça va commencer au bout de 3 minutes, je vais commencer à être en train de lire et en même temps à divaguer au niveau cérébral, j'allais dire. C'est-à-dire que mon cerveau sera en train, alors, soit de divaguer, de digresser à partir des éléments que je lis, soit ça peut être carrément sur autre chose. C'est-à-dire que ça peut même être lire et suivre une conversation que j'entends de loin, ou une télé ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, mes yeux continuent à lire, mon cerveau emmagasine quand même quelques trucs de ce que je suis en train de lire, mais c'est plus du tout une activité rentable, entre guillemets. Et moi, surtout, ça me gave et je décroche très vite. Et c'est vraiment si je décide de lire dans la manière la plus académique, entre guillemets, qu'on peut avoir d'imaginer un moment de lecture. Et en fait, je me suis toujours enfermé dans cette idée que moi, j'ai des problèmes de concentration. Et donc, en fait, pourquoi j'aime pas lire et pourquoi c'est pénible pour moi de lire, c'est parce que quand je fais tout pour me poser et pour lire, il y a toujours une sollicitation externe, il y a toujours quelque chose qui me déconcentre, il y a toujours un élément qui vient me perturber. Et donc, voilà. Et je laisse un peu ça comme ça, et je sais pas pourquoi, très peu de temps après, j'allais faire une marche, faire des courses, récupérer des trucs, etc. Et je vois au moment de sortir, je vois le bouquin posé. Je suis en train de me rendre compte que là, je suis en train de vous raconter ma life, mais d'une manière un petit peu, j'espère, pas trop inintéressante pour vous, mais en tous les cas, on va vite abréger, vous inquiétez pas. Mais du coup, je sors pour aller, je sais plus faire quelle course, mais je savais que j'allais marcher beaucoup. Et je vois le bouquin au moment de sortir posé pas loin, et je le prends, et je me suis mis à lire en marchant dehors, en marchant... je veux dire, sur le chemin de là où j'allais. Alors, je vous rassure, avec prudence, en regardant à gauche et à droite, sur les passages piétons au moment de traverser. Et en fait, ça a beaucoup mieux marché. Alors, peut-être que c'est parce que le livre est passionnant et que
la biographie de Steve Jobs est un petit peu plus intéressante que le dernier livre à la mode sur tel régime ou telle méthode incroyable pour devenir millionnaire avec le dernier truc à la mode en ligne, etc. C'est possible, mais c'est pas non plus écrit par Victor Hugo, le truc. Hein. Il écrit très bien, Walter Isaacson, mais enfin là, en plus, c'est pas une VO, je l'ai acheté à la Fnac en France, donc c'est une version française, mais c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Une biographie, ça reste une biographie. Et donc, je commence à lire, et puis c'est hyper intéressant, et j'apprends, mais vraiment un truc par page, quoi. Alors, c'est pas des trucs forcément qui me transcendent, mais c'est toujours des petits. Soit c'est hyper marrant, soit c'est des petits détails, soit c'est des trucs hyper inspirants, soit c'est carrément des news pour moi, des scoops en mode ah bon, ah c'était ça. Voilà, par exemple, si je vous dis Steve Jobs, à votre avis, il est de quelle nationalité? Donc, tout le monde va dire bon, bah Steve Jobs, il est américain. Oui, ça c'est plutôt correct. Ok, de quelle origine est Steve Jobs? Ah, alors là déjà, ça commence à se corser. Donc Steve Jobs, ouais, je sais pas, il est de tel ou tel. Ok, alors Steve Jobs, je veux dire, il est d'origine syrienne et arménienne. Alors là, tout le monde tombe des nues en mode non, mais c'est pas possible. Steve Jobs, Steve Jobs est d'origine syrienne. Alors il est même pas d'origine, c'est que son père est carrément syrien et sa mère est d'origine arménienne. Ah, mais non, moi j'ai lu un article. Alors là, je vous fais une scène. Vous avez vu une scénette. Là, il y a des gens qui me disent non, moi j'ai lu un article. Paul Jobs, son père, il était Marines, je sais pas quoi. Oui, sauf que les parents de Steve Jobs ne sont pas ses parents biologiques puisqu'il a été adopté. Steve Jobs, il a été abandonné et adopté. Et il y a plein de trucs qui se sont passés. C'est-à-dire que sa mère biologique a même essayé de le récupérer en mettant une feinte très très peu de temps après son adoption à ses parents adoptifs. Donc en fait, Steve Jobs, il n'est pas du tout américain. Enfin, il aurait été américain quand même parce que sa mère, bien que d'origine arménienne, était aux États-Unis et avait, je pense, était déjà de nationalité américaine. Donc il aurait été américain quoi qu'il arrive. Mais voilà. Et ça, par exemple, si vous y intéressez pas, si vous lisez pas la bio ou un article qui en parle, vous n'allez pas le deviner. Et surtout que plus j'avance dans le livre, alors j'avance en douceur, hein, vous avez compris, 700 pages, on se les fait pas en 2 semaines. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fais. Plus j'avance dans le livre, plus je vois à quel point le fait d'avoir été abandonné et adopté a impacté le gars et a impacté sa manière de se comporter, sa manière de construire autour de lui, etc. Et c'est hyper intéressant. Donc c'était pour vous donner un exemple, mais ça, c'est sur sa vie privée, c'est sur sa vie familiale et tout. Mais on en découvre à toutes les pages aussi au sujet de ce qu'il a appris, de comment il a façonné sa vision, comment il a façonné Apple, comment ils ont commencé donc avec Stephen Wozniak, son Steve Wozniak, mais qui s'appelle Stephen en vrai, son binôme. Apple, c'est 2 gars à la base, hein. C'est deux génies, mais 2 génies complètement différents. Un génie de l'informatique et de l'électronique, donc de la technique pure, donc qui s'appelle Stephen Wozniak, que la plupart des gens ignorent l'existence, hein, qui est le gars tout simplement qui a inventé plus ou moins le premier micro-ordinateur. Alors ce qu'ils appelaient micro-ordinateur, c'est ce que nous on appelle le bon gros ordinateur de bureau aujourd'hui, sauf qu'à l'époque de ces 2 loulous, les ordinateurs c'était des bordels, ça pouvait ressembler à un camping-car. J'exagère, mais vous avez compris l'idée. Et d'un autre côté, il y a Steve Jobs qui lui est un génie de comment mettre un produit en face d'un consommateur pour que ce produit corresponde, pour que ce produit lui sied. Et en fait, ce qui est ouf dans le début du livre, c'est qu'on comprend que ces mecs-là, ils ont inventé l'usage de l'ordinateur comme on l'utilise aujourd'hui. Ils ne vont pas inventer l'ordinateur, mais je pense que sans Steve Jobs et Stephen Wozniak, je ne sais pas ce qui serait passé, parce que c'est une réalité qui n'a pas lieu pour l'instant, mais on n'utiliserait pas un ordinateur, en tout cas dans les années auxquelles ils appartenaient au début, on n'aurait pas utilisé un ordinateur comme un bien standard, de foyer standard pour les gens normaux aussi vite. En fait, ça serait resté quelque chose de niché, quelque chose de technique, quelque chose pour les avertis, pour les passionnés. Il y avait une vraie barrière. Et eux, en fait, pas Wozniak, parce que lui, c'était plutôt l'inverse, mais lui, il a amené la possibilité de rendre ça possible en termes techniques. Mais par contre, c'est vraiment Steve Jobs qui a compris qu'il fallait que ce soit dans un objet de consommation normal. Un grille-pain, une télévision, une voiture, un ordinateur. Et pas une espèce de truc incroyable, farfelu, où il fallait être capable de souder, de brancher, de machin, pour s'en servir. Et imaginez les conséquences de ce que je viens de vous dire. Imaginez
tout ce que ça a impliqué dans les décennies qui ont suivi et jusqu'à notre époque. Donc bref, je cesse la digression sur ce livre-là parce que sinon je vais vous en faire l'article pendant 3 plombs. Et puis si vous avez envie, en fait, allez l'acheter. Je crois qu'il coûte 10 balles, 10 balles ou 14 balles, un truc comme ça. Enfin, c'est un poche. Biographie. Je sais même pas depuis combien de temps ça fait qu'il est écrit. Et puis voilà. Et puis sinon, il y a certainement plein de versions un peu plus condensées ou d'extraits de la vie de Steve Jobs que vous pouvez trouver sur Internet. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce livre-là, c'est le premier livre que je lis en marchant. Alors c'est un peu bizarre de lire en marchant au début, ça je vous le concède. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est facile au début, mais en fait on se prend au truc, mais vraiment, hein, je plaisante pas avec vous, on se prend vraiment au jeu. Et pour vous dire, c'est que très vite après avoir juste marché, enfin avoir juste lu en marchant, maintenant je lis en marchant et moi j'ai un truc, c'est que il y a un truc qui m'a toujours fait mal au cœur et je pense que vous êtes beaucoup à partager ça avec moi. C'est quand on lit, on retient 2% de ce qu'on a lu. Et en fait, on enchaîne les pages. Alors, malheureusement, c'est aussi parce qu'on peut être un peu habitué à quelque chose de naze. C'est les livres qui font 2 tonnes pour rien. Et ça, on en a. Ça, je peux vous garantir que la plupart des livres de non-fiction, vous les achetez. Puis à la fin, quand vous avez fini de les lire, vous fermez, vous dites alors dans combien de pages j'ai appris un truc. Il n'y a même pas besoin de compter sur les doigts de la main. Juste sur un doigt, ça suffit. Je suis un peu dur, mais vous savez que c'est quand même réel dans la plupart des cas. Après, personne n'est obligé d'acheter des livres, personne n'est obligé de laisser des bonnes notes aux livres. Et voilà, enfin bref, le marché choisit la valeur d'un produit. Et tant qu'il est là, c'est qu'il y a des gens qui sont OK pour l'acheter. Mais, alors là, vous avez compris que ce livre-là, c'est pas du tout ça. Mais du coup, c'est dommage parce qu'en fait, on passe à côté de toute la valeur, de tout le nectar qu'on aurait pu extraire de ça. Et surtout, on ruine l'investissement qu'on a fait en temps et en concentration. Et puis en argent, si on considère que c'est une grosse dépense. Le livre, hein, je parle. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que dès que quelque chose me frappe et me semble être une info pertinente, je surligne. Mais je surligne avec énormément d'économie et de parcimonie. C'est-à-dire que je ne vais pas surligner... J'ai un pote qui fait ça. Mais dès qu'il y a un truc qui est intéressant, il surligne, mais il va surligner genre 20 lignes d'affilée. Alors là, je vous explique tout de suite. Si vous avez cette stratégie-là avec la biographie de Steve Jobs, vous surlignez tout le livre, en fait, quasiment. Moi, c'est vraiment genre un mot dans une phrase, 2 mots. Voilà, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer la prochaine fois la gueule du livre, mais c'est vraiment des petits coups de stabilo à droite à gauche comme ça. Et alors je sais qu'il y en a qui vont dire non, mais il faut pas abîmer les livres, les altérer ou quoi que ce soit. Alors là, je vous rassure, c'est pas une œuvre d'art le livre, hein, c'est un poche, rien d'incroyable. Et donc du coup, j'écris dessus carrément, c'est-à-dire que j'écris pourquoi, en mots-clés, hein, je suis vraiment en mode histoire d'essayer de me rappeler si jamais je reviens dessus, pourquoi ça m'a frappé, mais des fois ça peut juste être genre, je vais mettre 3 points d'exclamation, ou alors incroyable, ou alors genre, par exemple, quand j'ai commencé à survoler les éléments qui parlent de l'adoption, de l'abandon et de l'adoption de Steve Jobs, etc., c'est des petites observations de éléments fondateurs, déclencheurs, trucs comme ça, ou voir trucs, etc. Et donc bref. Donc au final, mon livre ressemble à un joyeux bordel, plein de stabilo, etc. Et puis je note aussi, j'ai une autre couleur, mais ça c'est quand je repasse sur le livre et que j'y pense, j'ai une autre couleur où je note les zones d'anecdotes, c'est-à-dire les zones où il y a de la matière à raconter une anecdote. Il y a dans tout le livre, surtout dans une biographie, donc il y a un livre entre guillemets historique, c'est-à-dire qui vous raconte l'histoire de quelqu'un, tout le livre est une anecdote en soi, potentielle, mais il y a vraiment des moments où c'est incroyable, où on se dit putain, si on avait été là, on en aurait fait un film. Vous voyez, par exemple, je sais pas, récemment j'ai vu le film Prime sur Nike et la rencontre de Nike et la signature de Nike avec Michael Jordan au tout début de Jordan, donc à la création donc, de la Air Jordan, qui est un assez bon film donc avec Matt Damon, Ben Affleck, etc. C'est un moment incroyable. Ça, c'est une vraie anecdote. Par exemple, la rencontre, enfin, pour ceux qui ont vu le film, la vraie rencontre avec Michael Jordan, c'est vraiment une vraie anecdote qu'on a envie de pouvoir raconter et à laquelle on aurait aimé assister. Ce genre de petits moments-là, quand j'en identifie dans le livre, en fonction de comment ils sont relatés aussi par l'auteur, hein, parce que tout ça, ça va être vachement dépendant et fonction de quelle énergie l'auteur met dans sa narration, etc. Tout ça, quand j'en repère, je me les indique aussi. Pourquoi ? Parce que comme ça, quand je reviens sur le livre, je peux aller retourner un peu moi, j'aime beaucoup les anecdotes. Et une anecdote, elle va d'abord être découverte, ensuite elle va être
relue parce qu'on y repense, et puis un jour vous allez la raconter parce que vous allez avoir une opportunité de la raconter. Et d'ailleurs, je pense que si c'est pas par une opportunité naturelle, si vous la racontez un peu comme ça de force, ça marche pas. Mais si vous la racontez par une opportunité naturelle et que vous la racontez bien, ce qui est extrêmement important de savoir bien raconter les choses, c'est pas important de savoir. On y reviendra. C'est pas genre, oh là là, si vous savez pas raconter, si vous n'êtes pas un storyteller, vous êtes nul. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est important de savoir raconter parce que quand vous savez raconter quelque chose, vous vous en rappelez à vie. Et donc, en fait, une anecdote, quand vous saisissez la première opportunité, et parfois la seconde, la troisième, la quatrième de la raconter, elle vous appartient. Ne la déformez pas, hein, mais mettez-y du style. Et en fait, vous vous en rappellerez quasiment à vie. Et donc, c'est assez incroyable, mais c'est vraiment un acquis, quoi. Et c'est quasiment illimité. Donc voilà, et donc le livre, en fait, je le lis en marchant. Donc forcément, ça se lit plus lentement que les espèces de machines. Vous savez, moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas bouffé des bouquins. Je lis assez lentement. Je lis vraiment tous les mots. Moi, je sais pas, des fois, j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je lis pas tous les mots. » Je sais que la lecture rapide est à la mode, mais attention, confondez pas les gens qui font de la lecture rapide quasiment sportive. Là, je sais pas comment ça se qualifie. Je crois qu'il y a un champion de ça qui s'appelle Mohamed Bouclé, qui est vraiment un monstre. Mais là, on parle de gens qui ont une lecture rapide qui a une utilité. Ils lisent pas Les Misérables de Victor Hugo en lecture rapide pour se dire « Oh là là, quelle culture j'ai absorbée ». Il y a 350 pages de blabla à se taper pour un sujet. Ça part en lecture rapide. Mais si demain, il devait lire un bouquin pour savoir construire un réacteur nucléaire, ils iraient pas en lecture rapide, les mecs. Ils diraient mot par mot, ligne par ligne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ne confondez pas les gens qui lisent vite avec la lecture rapide ultra intense, et surtout avec s'il n'y a pas d'intérêt pour vous, il n'y a pas d'intérêt. Si vous lisez lentement, vous lisez lentement, les gars. Il n'y a pas besoin de vous faire mal, en fait. L'important, c'est de lire. L'important, c'est d'absorber la connaissance qui vous intéresse. Hein. Ne vous forcez pas à lire. Ça, je pense que ça ne fonctionne pas de toute façon. Mais tranquille, si vous lisez 10 pages en 1 heure, c'est très bien. Lisez 10 pages en 1 heure, qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, le mec qui lit 150 pages en 1 heure et qui ne retient rien, il sert à moins à quelque chose que vous qui allez lire 10 pages en 1 heure et qui allez en retenir un petit peu plus. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser ma méthode ou une autre et vous allez marquer ce qui vous a intéressé, ce qui vous a interpellé, etc. Alors moi, ce que je fais, mais ça dépend de où est-ce que je vais marcher, etc. et en fonction de quand je reviens. Mais non seulement je surligne au moment de passer sur l'information la première fois, mais à la toute fin, quand je vais refermer le livre pour aller faire autre chose, j'essaye de rebalayer les... Comme j'en ai pas lu des milliers, à moins que vraiment j'ai fait une très très longue marche, qui peut arriver, mais comme j'en ai pas lu des milliers, je rebalaye rapidement les pages que je viens de lire, et je reprends un petit peu donc les passages surlignés, parce que du coup, maintenant j'ai des repères, et je me remémore on va dire le principal, le nectar majeur de ce que je viens de lire. Et ça peut être aussi l'occasion de le remettre dans un petit carnet ou de me le noter sur une note. Et puis il y a ce côté anecdote, hein, encore une fois j'insiste dessus, qui est hyper puissant. Donc voilà, on va peut-être pas faire 2 heures sur Steve Jobs et sa biographie, mais j'ai eu un réflexe que je recommande à tous, on l'a pas toujours. Donc j'étais en podcast avec Oussama, il m'a mis le doute sur le fait de savoir entre guillemets les bonnes choses. Alors j'avais pas une théorie incroyable sur Steve Jobs, mais je me suis dit putain, il a peut-être raison, peut-être que je sais pas suffisamment pour pouvoir m'exprimer sur le sujet. Je sais ce que la majorité croit savoir, et donc bref, voilà. Je tombe sur un bouquin, je l'achète, je commence à le lire, et du coup je suis content parce que voilà, je redéveloppe une autre manière de lire et d'avancer, etc. Alors avant je lisais, mais c'était vraiment un taf, quoi, tu vois. Quand vraiment il y a quelques années de ça, je me suis plongé dans la vente et que j'ai voulu me former, je lisais, mais je lisais comme un boulot, quoi. C'est-à-dire, je prenais le livre du mec et je l'étudiais. Ouais, c'était plus de l'étude, voilà. Il y a une différence pour moi entre lire et étudier. Alors, il y en a qui vont me dire, non, en fait, c'est la même chose. Ok. Il y en a un des deux où tu prends du plaisir. Pour moi, c'est littéral. C'est-à-dire, quand j'étudiais les grands auteurs américains, psycho, vente, prospection, etc., machin, les Rackham, les Jeff Blount, etc., machin, sur les grands classiques qui concernent la vente et le business, il y avait plein de choses qui pouvaient m'amuser dans ce que je lisais dans le bouquin, mais je les lisais pour travailler, pour apprendre. Il n'y avait aucun plaisir spécifique, et je lisais pour extraire vraiment physiquement la data qui allait m'aider à progresser dans ma discipline. Là, la biographie de Steve Jobs, évidemment, j'en extrais plein de choses, mais ça, comme Le Comte de Monte Cristo ou autre chose, en fait, je le lis pour lire, et tant mieux si ça m'impacte en certains termes
et si j'en retiens des trucs. Mais l'activité, c'est de lire, voilà, et pas d'étudier, même si on apprend forcément en lisant, et on lit forcément pour étudier. Donc, je vous recommande d'aller... En fait, je pense que les biographies, d'ailleurs, c'est un truc qui est vachement sous-estimé. Moi, je suis assez d'accord avec Ous qui disait, je sais plus quand, qu'il faut lire il faut lire des grands romans, des grands classiques, notamment un peu épiques. Par exemple, moi, je vous disais Le Comte de Monte Cristo, c'est parfait, c'est un parfait exemple. Parce qu'en fait, c'est majestueux et c'est hyper inspirant sur les initiatives, sur tout ce qui peut toucher à nos problématiques modernes de l'entrepreneuriat, de monter son projet, de travailler, de croire en ce qu'on fait, d'aller plus loin et de ne pas se laisser abattre par les différents obstacles, les différentes pressions. En fait, quand vous lisez des romans un peu comme ça vous plonge dans une espèce d'imaginaire héroïque qui, je pense, est bénéfique pour le cerveau, et puis ça stimule vachement la créativité. Et puis alors, évidemment, passons pas à côté de quelque chose d'assez important, c'est la qualité des plumes qui vous accompagneront sur ces romans-là. Quand vous lisez du Hugo, du Dumas, ce que vous voulez, hein. Après, vous avez chacun son style favori, mais vous savez que de toute façon, vous vous exposez à la meilleure des cams, à du caviar. Et s'exposer à du caviar, ça n'a jamais fait de mal à personne, pour un peu que le caviar passe dans votre tête et que vous vous mettiez à avoir plus de souplesse, plus de rondeur et plus de facilité quand ce sera à votre tour d'écrire. La semaine dernière, je me suis un peu énervé sur les copywriters du dimanche, là, mais bouquiner et absorber des grands styles, ça n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, c'est le meilleur moyen un jour de développer le vôtre. Je ferme cette parenthèse-là, mais c'est à bon entendeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça, c'était pour les romans, mais les biographies de gens illustres, je pense que c'est aussi un format qui est sous-coté. Les biographies, ça ne sert pas que à laisser une trace constatable, même si c'est hyper important. Ça sert aussi à faire découvrir la vie de plein de gens à d'autres gens. Mais c'est important de ne pas passer à côté de l'inspiration que ça peut générer. Les gens, dans la vie, tout le monde dit « Ouais, telle personne m'inspire, etc. » Va lire une biographie si elle est disponible. Tu peux pas, à part si tu avais eu l'occasion d'échanger en one-to-one avec la personne concernée qui est peut-être morte ou quoi, tu peux pas avoir meilleure façon d'être inspiré par son parcours. Alors peut-être qu'il y a des zones de son parcours qui vont beaucoup moins t'intéresser, mais peut-être lire plus de biographies. Moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit en lisant celle-là, donc je verrai quand j'aurai terminé. J'en ai une que j'avais commencé et que j'ai jamais terminé parce que c'est aussi un énorme pavé, mais que j'avais acheté il y a longtemps, c'est la biographie de Nelson Mandela. J'ai aussi à la maison, alors celle-là je l'avais commencé mais plus pour des recherches historiques, etc. Mais j'ai une des biographies, parce qu'il y en a... Oula, pardon, je crois que le stabilisateur est fatigué. Il y en a beaucoup. Une des biographies d'Henri IV, qui a été un roi français assez spécial et très apprécié, donc qui est très différent de beaucoup d'autres rois. Et voilà, donc achetez des biographies, faites ce que vous voulez, mais en vrai, mais je pense que c'est un format que vous devriez un peu plus utiliser. Donc on va s'arrêter sur le sujet des livres, Steve Jobs, etc. Mais ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Ensuite, quoi d'intéressant cette semaine ? Ah oui, un autre sujet intéressant qu'on peut aborder. Cette semaine, je me suis remis un petit peu à poster sur LinkedIn parce que je prépare des choses pour cet été, pour la rentrée, et qu'à un moment donné, il va falloir communiquer dessus et pouvoir être lisible par l'audience et par les gens qui sont là et qui, depuis des années, ne comprennent pas ce que je fous sur LinkedIn, à venir, partir, changer de sujet, etc. Là, comme je vous ai expliqué dans certains épisodes précédents, donc je structure un peu plus mon business autour de l'outbound, autour de l'accompagnement d'un côté, donc des bizdev, des business développeurs eux-mêmes. Voilà, en accompagnement, j'aime pas trop le terme, mais en coaching, vraiment dans une optique pédagogique, de monter en compétences, etc. Mais d'un autre côté, la grosse partie, c'est surtout d'accompagner les entreprises qui emploient ces bizdev et qui s'en servent pour développer leur business, où là, il y a aussi des gros pans stratégiques, des gros pans de système, des gros pans d'organisation. Et donc voilà. Et donc bref, je me suis mis un peu plus à... Alors je crois que le stabilisateur est un peu fatigué aujourd'hui, qui fait des espèces de zigzags bizarres. Je suis désolé d'avance si c'est pénible pour vous. C'est vraiment pas volontaire. Je fais attention. Et donc voilà. Et donc cette semaine, j'ai posté un petit peu, alors tranquille, je me suis pas énervé, mais j'ai parlé un petit peu sur ces sujets-là. Notamment, je sais plus trop quelle était la teneur. Ah oui, un post un peu insolent qui disait... De toute façon, il vous faut que 90 de QI et 1 heure pour devenir bizdev, où je décomposais ça de manière assez ironique pour expliquer que je peux dire que je deviens photographe parce que j'ai acheté un appareil photo, etc. Et puis qu'au final,
Le tout, c'est quand même de comprendre qu'en fait, on devient ce qu'on veut en 2 minutes en achetant le matériel et la panoplie. Mais en réalité, pour l'exécuter et pour être bon dans la discipline, il faut énormément de choses, énormément de travail, énormément de temps. Mais aussi, et j'insistais sur une notion, il faut énormément d'entraînement. Et c'était pas un piège volontaire, mais c'est un piège qui a fonctionné. Alors attendez, parce que je crois que c'est par là que je suis rentré tout à l'heure, dans le champ. Et j'adore ce champ, il est immense. Je sais pas si vous avez vu le temps que ça m'a pris de faire le tour. Mais la zone du fond, elle est en herbe haute et c'était compliqué de circuler tout à l'heure. Donc je vais juste aller au bout et refaire demi-tour. C'est pas très intéressant ce que je vous dis, mais c'est la réalité. C'était pas un piège volontaire, donc ce fameux post LinkedIn, mais c'est un piège qui a fonctionné quand même. C'est-à-dire que j'ai parlé de la notion d'entraînement. Donc là, on parle de business développeurs. On parle pas de patineurs artistiques. Les business développeurs sont des gens dans les entreprises qui sont en charge de prospecter, de trouver des personnes qui vont bien vouloir, si tant est que ce soit vraiment volontaire, qui vont bien vouloir assister à un rendez-vous avec un commercial. Et le commercial, même s'il est adorable, ce qu'on veut, il vient quand même avec une certaine intention. C'est que si jamais la personne qu'on a mis en rendez-vous, donc le prospect, on appelle ça, correspond vraiment au client potentiel de la boîte, le but du commercial, c'est quand même de lui vendre le produit et d'en faire un client. OK ? Donc, les business développeurs, leur job, c'est absolument pas... Donc déjà, ça, c'est un sujet sur lequel il faut que je revienne plus souvent, parce que quand je vois que c'est une catastrophe dans la plupart des esprits, le business développeur ne vend rien, d'accord ? Un business développeur qui vous dit qu'il vend, c'est pas un business développeur, c'est un commercial, ce qu'on appelle un commercial cycle complet, je sais pas comment le dire en français, mais un sales full cycle, c'est un vendeur, un commercial, qui fait tout le cycle de prospect à client. C'est-à-dire qu'il doit aussi lui-même prospecter. Mais en fait, son vrai métier, c'est la vente, c'est le commerce. Mais comme personne ne met des gens dans son agenda à sa place, c'est à lui de s'en charger. Alors attention, un commercial qui doit prospecter, même si son vrai métier c'est de vendre, il a tout intérêt à savoir extrêmement bien prospecter, qu'on s'entende. Mais l'essentiel des gens qui prospectent, ce ne sont pas dans le monde de la tech, des startups, dans le digital, etc. Je parle, l'essentiel des gens qui prospectent, sont des business développeurs. Et un business développeur ne vend rien. Vraiment rien. Lui, son job, c'est de mettre des prospects qu'on appelle qualifiés, c'est-à-dire des gens qui correspondent à, on va dire, la liste des critères, au cahier des charges. Si par exemple, vous vendez un produit que pour les femmes blondes d'1m74, le jour où un des bizdev vous met dans un agenda une femme brune ou un homme brun de 1m25, il n'a pas un prospect qualifié, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, qualifié, ça veut dire qu'il respecte un certain nombre de critères, parce qu'on sait que quand un individu réunit ces critères, il est potentiellement un client, un futur client. Bref, je m'égare. Mais donc, les business développeurs sont des gens qui font ça. Comment on fait pour mettre dans l'agenda des commerciaux des prospects qualifiés ? On les contacte. Et qu'est-ce que ça veut dire, les contacter ? Ça veut dire atterrir dans leur quotidien, dans leur journée, etc. C'est-à-dire, en gros, on va à la rencontre, à la tentative de contact de gens qui nous ont rien demandé, qui nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui ont surtout pas du tout envie de nous parler. Même si on ne le dit pas ouvertement, c'est la réalité. Ils n'ont aucune envie d'être dérangés, ils n'ont aucune envie de nous parler. Et le job des bizdev, qui est un job mais extrêmement agréable, comme vous pouvez vous en douter, c'est d'aller déranger des gens, interrompre des gens, couper la journée des gens, couper l'activité des gens, atterrir comme ça au milieu de la journée des gens pour leur dire « Hey, comment ça va Jean-Jean ? J'ai rien à te vendre, mais par contre, il faut que je fasse tout pour te foutre en rendez-vous avec un de mes commerciaux parce que lui, il va te vendre quelque chose. » Je caricature, vous avez compris, c'est certainement pas comme ça qu'il faut faire. En tout cas, tester la strat, je suis pas sûr que ça marche. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, je parlais d'entraînement, un peu comme ça, sans insister trop sur la notion, de ces fameux business développeurs qui, moi, sont ma spécialité. C'est des gens vraiment que je prends beaucoup de plaisir à accompagner. Alors, je fais pas que de l'accompagnement comme ça ponctuel, je vais aussi dans des écoles les former, vraiment les accompagner sur de la vraie formation pédagogique long terme. Et puis, il y a aussi des missions un peu intenses où j'aide des équipes à augmenter leurs résultats, etc. C'est pour ça que je vous parlais des entreprises qui emploient elles-mêmes les bizdev, parce qu'un bizdev, il travaille extrêmement rarement à son compte. J'en connais, 4 ou 5 qui travaillent vraiment en freelance bizdev, parce que c'est des bizdev un peu ceinture noire et qui sont spécialisés dans une industrie, un persona. Mais tous les bizdev que vous voyez la plupart du temps sur LinkedIn et les réseaux, etc., ils travaillent pour une entreprise. Ils prospectent pour une boîte. Et puis alors, il y a une troisième catégorie de personnes dont on ne parle pas, mais qui a tout intérêt à être aussi bon en prospection que les bizdev et puis donc les fameux sales
full cycle, donc les fameux commerciaux qui doivent eux-mêmes prospecter, c'est les gens qui lancent leur activité, leur boîte, alors que vous soyez CEO ou solopreneur ou ce que vous voulez. Si vous lancez votre business, que c'est le début, que vous soyez seul ou 18, il y a un moment donné, il va falloir aller se prospecter, les gars, même si vous n'avez pas de bizdev et que vous n'avez pas de commerciaux. Hein. Il va falloir vous sortir les mains des poches pour rester poli. Il va falloir aller chercher les premiers clients à la main. Hein. Et ben ça va passer par la prospection. Hein. Il n'y a pas que les pubs Facebook, Leanband, etc. qui vont vous faire arriver le cash. Hein. L'important, c'est d'abord de générer de l'argent et après, on verra si on s'amuse à faire des podcasts, des émissions, des attractions, etc. Bref, je divague. Oula, failli lâcher le stabilisateur. Donc, je parle de ça et puis j'effleure la notion d'entraînement. Et là, donc, comme je vous le disais, ça n'était vraiment pas un piège volontaire, mais il y a quelques personnes qui sont tombées dedans quand même et qui sont venues me sortir le truc le plus insupportable, qui est, de toute façon, tout s'acquiert par la pratique. De toute façon, l'important, c'est la pratique. Donc, la fameuse phrase à la con, même si elle est belle et qu'elle est valable dans certains cas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh ben non, en fait. Grosse erreur. Et donc, il y a des gens assez sains d'esprit, entre guillemets, qui sont venus tout simplement commenter le post. Je pense notamment à Vincent Campos, qui est venu, voilà, et puis qui m'a dit ce qu'il avait à dire en commentaire. Moi, je lui ai dit ce que j'avais à dire en commentaire. On a vu qu'on n'était pas d'accord, et ça s'est super bien passé. Mais il y a des gens qui sont assez intrigants dans la vie, et qui ne commentent pas. Ils ne likent pas, ils ne commentent pas, ils lisent le post, et ils viennent vous donner leur avis, sans que vous le demandiez, hein, évidemment, en message privé. Parce qu'ils étaient déjà dans votre réseau ou parce que vous les avez ajoutés récemment. C'est-à-dire que vous n'avez rien demandé à ces gus-là, mais ils se sont dit, attends, lui, il faut quand même que j'aille lui dire que je suis pas d'accord, mais je vais lui dire en message. C'est pas des gens que vous connaissez déjà, hein. Je parle pas de gens avec qui vous échangez, avec qui vous avez bossé, etc. C'est des gens, ils savaient peut-être même pas que vous existiez hier, vous savez pas qu'ils existaient, ils arrivent et ils vous disent, non, mais t'as tort, c'est pas comme ça. Et ils vous disent pas ça dans le but de vous vendre quelque chose, ou dans le but de vous aider à changer de point de vue, ça, ils veulent juste vous donner leur avis. Ça, c'est un truc aussi que je trouve assez phénoménal. Mais c'est la vie, c'est pas grave. Et donc il y a deux, trois pélos qui sont venus me voir comme ça en message et qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu veux dire quand j'ai répondu justement à ce pauvre Vincent qui lui a été un des seuls à juste venir commenter le post. Hein. Alors, je sais pas si les gens pensent que je mords ou je sais pas. J'ai jamais embrouillé un mec dans les commentaires à moins que ça s'est jamais arrivé. Mais si quelqu'un manque de respect ou quoi que ce soit, je vais même pas prendre la tête à répondre. En fait, je vais le virer et ça va aller très vite. Bref, et donc qui ont profité du fait que je réponds à Vincent, etc., pour me dire mais qu'est-ce que tu veux dire, la pratique c'est pas important, mais bien sûr que si, de toute façon le seul moyen d'être bon quand on veut être bizdev c'est de pratiquer. Alors voilà, et ça leur faisait faire de l'hyperventilation quand je leur disais non, c'est pas du tout ça le plus important, ça c'est même l'erreur de base, et c'est pour ça qu'en fait on empêche les gens de devenir excellents en bizdev parce qu'on leur fait croire que le seul truc important c'est la pratique et que ça prend tellement de temps pour que la pratique soit assimilée, qu'elle devienne la moins corrosive, la moins dure en friction et la plus productive possible, et surtout qu'elle arrive à accompagner vraiment le bizdev jusqu'à un certain niveau, en sachant que tous les gens sont inégaux, tout le monde part d'un certain point, tout le monde a certaines facilités, etc. La pratique, c'est tellement pas la voie la plus intelligente, c'est même la pire, je pense, qu'en fait, on perd 80% des gens à cause de ça. La plupart des gens qui sont bizdev se barrent du métier de bizdev au bout d'un an ou deux, un grand max. Et le but dans la vie d'un bizdev, c'est de ne plus être bizdev, c'est de devenir sales ou de devenir manager de bizdev. Vous pouvez demander autour de vous. C'est pas parce qu'ils vous font des vidéos sur LinkedIn hyper corporate avec leur CEO qui la regarde dans un coin que vous voyez pas et qui est hors champ et qui disent qu'ils adorent leur métier, etc. La plupart des bizdev peuvent pas blairer leur job. La plupart des bizdev feraient un autre job s'ils pouvaient le faire, etc. Bref, donc ça c'est mon petit cheval de bataille et compagnie, mais renseignez-vous, vous verrez qu'on est loin, on est loin de dire on est loin du beau tableau qu'on se fait de ce métier. Voilà. Donc, ils viennent comme ça, hyperventiler dans mes messages, mais non, mais t'as tort et tout. Donc, je leur explique, non, la pratique, c'est pas du tout la bonne voie. C'est n'importe quoi de dire à quelqu'un qui arrive dans le métier de bizdev, pratique et tu vas devenir bon. C'est littéralement déjà, c'est lui dire deux choses. Premièrement, c'est lui dire une connerie, parce que je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi la pratique est pas du tout la bonne voie. Et deuxièmement, c'est lui dire, je vais pas m'occuper de toi, parce que quand vous dites à quelqu'un, c'est la pratique qui va te former, vous êtes en train de lui expliquer que c'est pas vous qui allez le former. Donc, si vous êtes sa gardienne d'immeuble ou son collègue, à la rigueur, on s'en fout, mais si vous êtes son manager ou celui qui l'a embauché, c'est un petit problème quand même. Parce que quand on embauche des bizdev, en général, on embauche des juniors parce qu'on veut pas payer, parce qu'on n'a pas envie de sortir des sous de la boîte, parce qu'on veut éviter de charger la masse salariale, et parce qu'on veut surtout des fusibles qu'on peut remplacer très rapidement. Faites comme si c'était pas votre cas à vous, la start-up ou la boîte exceptionnelle qui est pas comme les autres. Toutes les boîtes où je fous les pieds, c'est comme ça. Ils le disent pas ouvertement que dans 90% des cas, dans la réalité, c'est quand même la réalité. C'est quand même ça. Donc,
Quand vous embauchez un individu qui sort tout juste d'école, et la plupart du temps, si vous pouvez l'embaucher en alternance, vous vous gênez pas, et que vous lui dites tu vas voir, ça va être incroyable, tu vas pouvoir faire tes premières classes, tes armes, on va t'apprendre tellement de choses, on va t'apporter tellement, alors que vous-même, vous êtes une brêle en business development, vous y connaissez strictement rien, et vous êtes encore pire en vente, et comme une fois, par accident, il y a un de vos clients qui a signé avec vous, vous pensez que, bref, on les connaît, les schémas, donc vous embauchez des minots comme ça, et vous lui dites, de toute façon, il faut pratiquer, c'est ça qui va te rendre bon. Ok, donc le môme, il se retrouve incompétent dans son domaine, avec 3 conseils éclatés au sol que vous lui avez donnés, alors que vous-même êtes peut-être encore plus incompétent que lui. C'est juste que vous avez plus confiance en votre connerie et vous avez plus d'assurance. Et là, vous lui dites, ponce-toi la tête sur ça, ponce-toi la gueule sur le mur. En fait, il est en face d'un mur. Vous dites, il faut que tu te ponces la gueule sur le mur, et plus tu vas poncer, moins ça te fera mal avec le temps, et un jour, il y a peut-être des chances que tu passes à travers. Mais moi, je vais pas t'aider, par contre. Et puis, alors, une fois, de temps en temps, on va se faire un one-to-one de 1 heure pour que je te donne des grands conseils stratégiques sur le métier, alors que je connais pas le métier, évidemment. Puis, de temps en temps, je vais t'inscrire à un webinaire gratuit d'un tocard qui a 6 mois de plus que toi dans le métier et qui a décidé de partager son savoir et sa théorie. Et puis pendant qu'on fera des team building, je t'offrirai un livre à 7,99 € à la Fnac, écrit par un mec d'il y a 35 ans sur le business development. Pardon, je suis en rire nerveux, mais je vous raconte un peu ma vie, hein, parce que tout ce que je vous dis là, c'est des trucs qui me sont arrivés à moi ou à des gens très proches, en tout cas dans des boîtes où j'ai travaillé ou que je connais très bien. Donc bref, voilà. Donc, grosse connerie. Arrêtez de raconter de la merde si vous n'êtes pas qualifié. Et je vais vous expliquer comment on fait pour qu'un business devienne une bête de guerre rapidement, et surtout pour éviter de le foutre en dépression. La pratique n'est pas la voie. Par contre, attention, on va se mettre d'accord sur un truc, parce que les gens qui étaient en hyperventilation là, dans mes messages dont je vous parlais tout à l'heure, on a l'impression que vraiment tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir l'air con, pour vraiment pas nous décevoir dans l'image de débiles mentaux qu'on se fait quand on leur parle, on a l'impression que tout ça, ils sautent dessus, ils sont très concentrés pour pas passer à côté. Quand je dis que c'est pas la pratique qui va amener un business développeur à son niveau, et qui va, en tout cas c'est le pire moyen pour qu'un business développeur ait une bonne carrière et un bon début de carrière et rentre vite dans les stats qu'on lui demande, dans les perfs qu'on lui demande, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il pratique, bande de narvalos, hein, qu'on soit. Je parle pas à vous, hein, les amis, vous avez compris, mais vous sentez la tension dans le sujet. Si vous avez envie d'entendre ça comme ah bah non, pour être business dev, il faut pas travailler, il faut pas appeler des clients, il faut pas prospecter ça, il faut pas pratiquer. Bah, si vous avez envie d'entendre ça, en fait, venez, on arrête là, venez, on se parle plus jamais de nos vies respectives, et puis ce sera très cool. Pour les gens qui ont quand même quelques neurones qui sont encore connectés, évidemment que la pratique, on ne peut pas s'en passer. Mais la pratique, je vous rassure, c'est l'ADN c'est ce qui fait que être bizdev, c'est un job et pas une activité, un hobby. La pratique, vous n'avez pas le choix que de l'assumer et que de la suivre et de l'exécuter. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce pourquoi on vous paye. La pratique, c'est aujourd'hui, il faut prospecter les clients. Les clients, les prospects. Ok, on y va en fait. C'est le job que je vous demande de faire, moi, si je vous embauche pour ça. C'est la partie, c'est l'exécution. Mais ça représente pas 100% de votre temps. Si on vous fait croire que c'est ce qui représente 100% de votre temps, déjà, c'est qu'on connaît rien au métier de business développeur, mais c'est surtout parce qu'on comprend pas comment ça fonctionne, le business development. Alors là, on va pas rentrer deep dans le détail, etc., mais dans le business development, il y a de la partie d'action, il y a les tâches qu'on va mener vers les prospects. Il y a des tâches qu'on mène nous-mêmes, il y a des tâches qu'on peut plus ou moins automatiser. Et alors, vous verrez avec moi que je ne suis pas dans le camp de ceux qui surkiffent l'automatisation à tout bout de champ. Bien au contraire. On a vu d'ailleurs où ça a amené le métier dans sa globalité. Hein. C'est-à-dire à de la merde, tout simplement. À recevoir des mails de pire en pire, des saturations de boîtes LinkedIn, de mails, des trucs ridicules, parce que sous prétexte que c'est automatisé dans une séquence qui fait tout toute seule et qui met un gif ou qui met un emoji au bon endroit. C'est stylé. En fait, non, c'est pas stylé. C'est aussi merdique qu'avant, mais il y a des couleurs maintenant. C'est super. Bref. Toutes ces actions-là, elles découlent d'une stratégie. Et surtout, elles découlent d'un travail en amont, d'un travail de fond. Bref, donc, j'essaie d'accélérer, excusez-moi, je suis distrait, mais la pratique, évidemment, la pratique, elle va apprendre des choses au bizdev, à force de. Mais ça va prendre un temps, les gars, qui va être monstrueux. Ça va être ça va être d'une difficulté
et ça, pour le bizdev, et ça a toutes les chances de le dégoûter et de le maintenir dans de très faibles performances, et en plus de se dire bon bah j'abandonne. Donc super si c'est ça que vous souhaitez pour lui. Et puis surtout, quand moi j'entends des mecs qui dirigent des équipes de bizdev, qui prétendent diriger des équipes de bizdev, ou qui dirigent des boîtes tout court et qui disent ça, leur bizdev c'est la pratique qui va faire le job, t'inquiète. Mais vous êtes malade de dire ça, parce que les premiers perdants, si vous restez dans vos baskets de gens qui s'en foutent un peu de l'avenir des employés qu'ils ont eu, et puis bah, si on nique 2-3 ans de la vie d'un mec qui voulait être bizdev et qui finalement va se reconvertir et repartir de zéro 2 ans après à cause de nous, c'est pas grave. Mais en dehors de ça, chaque lead, chaque prospect que le bizdev essaye de contacter et n'arrive pas parce qu'en fait, vous l'empêchez de monter en compétences, vous ne l'aidez pas, vous ne le formez pas, il n'est pas entraîné, il ne sait pas ce qu'il fait, il est en train de dépérir. Mais c'est du business que vous perdez. Je vous le dis en m'approchant, c'est du business. C'est du business que vous perdez, bande de fous. Et vous êtes là à faire les grands seigneurs, les grands bouddhistes qui ont tout compris. Mais c'est vous qui perdez du business. Vous êtes des malades, vous êtes des tarés, les gens. On ne peut pas choper du business avec tous les leads qu'on a, avec tous les prospects qu'on trouve. Mais on n'est pas obligé de faire n'importe quoi toute la journée. Il y a 10 minutes dans la journée, on peut faire un truc bien. Bon, vous avez compris, moi, quand j'aime expliquer quelque chose, je le fais de manière caricaturale. C'est-à-dire que j'appuie, parce que c'est comme ça que ça rentre dans le cerveau des plus résistants. Il y en a toujours un paquet qui reste en hyperventilation sur le côté, mais malheureusement, ceux-là, je pourrais rien pour vous. De toute façon, comme je vous ai dit, ils viennent souvent me voir dans ma messagerie LinkedIn. Mais avis à tous les patrons, là, les pseudo-CEO, les head of machin, les managers de trucs et tout. Là, quand vous filez à votre bizdev des leads et que vous ne formez pas votre bizdev à être un mec performant ou une nana performante, c'est votre business que vous faites couler. Hein. Juste comme ça, pour information. Si ça ne vous est pas encore monté au cerveau, c'est grave. Hein. Mais ça, après, c'est un phénomène qui découle justement de cette ère de l'automatisation et du volume. Je pense qu'on a bousillé le métier avec ça. Et j'en veux pas aux gens qui ont monté des outils, qui ont amplifié ce phénomène-là, parce que tant mieux s'ils ont monté des boîtes extraordinaires. Je pense à Lemlist, à Drop Contact, à plein de trucs. Mais on a quand même fait mal au métier avec ces conneries-là, parce que maintenant, les gens sont persuadés par culture héritée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de renseignements sur le sujet, c'est juste qu'ils ont entendu. Et donc pour eux, être bon en bizdev, c'est être capable d'envoyer 10 000 mails dans la semaine à 10 000 narvalos, et puis d'en récupérer 30 en rendez-vous, et encore. Sur les 30, il y en aura 18 qui feront un no-show. Mais c'est pas grave, c'est du volume. En fait, les gars, soit vraiment vous êtes des nazes en ciblage, et chaque lead que vous ciblez, c'est pas les bons, et de toute façon, tant pis s'ils sont perdus. Soit en fait, chaque lead que vous utilisez et que vous massacrez comme ça avec des stratégies aussi pourries, et puis alors après, je vous parle même pas du cold call et compagnie, comment ils font, mais vous êtes en train de passer à côté des business potentiels. Je sais pas si... Je pense qu'il y a peu de gens que ça frappe autant. Alors moi, j'ai pas mal de potes que ça frappe, mais ça frappe beaucoup plus les solopreneurs, par exemple. Les solopreneurs, et pourtant, les solopreneurs peuvent beaucoup moins travailler avec... Enfin, en tout cas, ils peuvent travailler avec beaucoup moins de gens, techniquement, hein, parce qu'un vrai solopreneur qui a monté toutes les marches et qui maintenant est complètement décorrélé de volume, de temps, etc., il peut travailler avec autant de monde qu'il veut, mais les solopreneurs sont plus sensibles à cette problématique, notamment les jeunes solopreneurs. Quand je dis jeunes, c'est pas par l'âge, mais c'est par leur avancée sur le chemin. Pour eux, il n'y a pas d'excuse valable pour se dire « Ah ouais, j'ai perdu un lead, j'ai perdu un client ». Après, quand ils rencontrent quelqu'un qui ne peut pas être leur client, il ne faut pas avoir de mal à dire « c'est pas mon client », mais ils sont beaucoup plus scrupuleux et beaucoup plus soigneux avec leur lead, alors que les boîtes, elles se disent « Vas-y, rentre-moi des grandes listes, éclate-moi tous ces trucs, scrap machin ». Arrose de merde et de séquences banales et de messages mal faits, d'appels à froid horribles, ces centaines et ces milliers de leads. Et puis c'est pas grave si on en a que 5 qui signent parce qu'on les aura tordus en deux pour signer. Mais les gars, ça veut dire que vous foutez 995 leads en l'air. Et sur ces 995, peut-être que dans les mains de gens qui savent ce qu'ils font, dans les mains de gens qui savent travailler, dans les mains de gens qui ont de la patience, dans les mains de gens qui forment les éléments à être bons, il y en avait peut-être 300 qui feraient du business. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous croyez que vous êtes patron, et vous croyez que vous êtes manager, et vous croyez que vous êtes intelligent. Mais attendez les gars, non, vous êtes l'inverse de ça. C'est typiquement, je ne sais plus dans quel épisode c'était dernièrement, mais je vous disais, je ne supporte pas les gens qui font les choses pour donner l'impression de les avoir faites. Dans le sens, je m'habille, je mets mes chaussures de running, je mets mon jogging, je mets mon ensemble de running. Vous savez, quand même pendant le Covid, je mets mon ensemble à 400 balles que j'ai acheté sur les sites les plus hype du monde. Et je vais bien voir ma femme et mes gosses avant de sortir et de leur dire « je vais courir ». Je vais courir. Et puis en fait, je sors, je cours 3 minutes, je fais un tour, je reste sur mon téléphone, je re-rentre et puis je fais comme si j'étais crevé. Donc faire les choses pour dire que je les ai faites. Moi, c'est comme ça que je vois les pseudo-chefs d'équipe de bizdev ou les pseudo-CEO qui
déjà qui embauchent n'importe comment, qui promettent monts et merveilles. Ça, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas tarder à m'énerver sur LinkedIn, hein, je vous le dis à vous en exclusivité, mais si vous saviez le nombre de jeunes, je ne vais pas dire des gamins parce que c'est condescendant, mais ça l'est pas dans ma bouche, mais le nombre de jeunes que j'ai dans mon réseau et que je connais personnellement pour la plupart, hein, c'est des gens que j'ai formés dans les écoles ou que j'ai accompagnés ponctuellement de manière individuelle, qui se font larguer comme des merdes, on va parler français, par des entrepreneurs, des CEO, des boîtes à la con, qui les prennent, qui les jettent comme des chaussettes, parce qu'en fait, elles les embauchent pour 3 roupies, parce que c'est des mecs qui n'ont aucune expérience, qui n'ont pas encore mis en exécution ce qu'ils ont appris, qui ont encore 99% des trucs à apprendre. Elles les embauchent pour ça. Et quand elles se rendent compte que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans cette situation-là, en termes d'avancée, ça ne fait pas les résultats d'un mec qui a 10 ans d'expérience et qui est ceinture noire 6e dan, elles les virent. Et je vous parle même pas des gens qui font croire, qui racontent des merveilles aux employés et qui sont derrière des festivals de toxicité et puis bref. Là, je divague trop, donc je reviens, j'essaie de me raccrocher à la corde. Parce que tout ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de vous expliquer ce que j'entendais par la pratique ne vous mènera à rien. Et contrairement à la pratique, parce que c'est pas le tout de démonter la pratique, comme je vous le disais, la pratique est inévitable. Un BizDev, il peut pas rester 6 mois dans une boîte sous prétexte qu'il n'est pas encore au niveau à attendre. C'est comme parce que le problème de la pratique, c'est qu'on lui oppose. Voilà, la clé de tout ça, c'est que le problème de la pratique, c'est qu'on lui oppose la théorie. Et ça, les gars, c'est un piège, mais d'une monumentalité. Je ne sais pas si ça se dit, mais qui est vraiment énorme. C'est un piège énormissime. D'ailleurs, en couplant cette phrase à la con, là, de l'inverse de la pratique, c'est la théorie, en la couplant avec une autre phrase à la con que j'ai citée un peu plus tôt, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça me fait penser qu'il faut que je vous parle d'un sujet que j'ai appelé la plastique des idées. La plastique, c'est l'esthétisme, la beauté, l'allure, l'élégance des idées. Ce qui est un piège énorme. Je vous parlais du piège de la créativité l'autre jour, qui moi me pèse plus, me fait plus, entre guillemets, de mal que de bien. La plastique des idées, c'est-à-dire le fait de trouver des idées belles, c'est un piège, mais qui peut vous foutre dans une merde pas possible. C'est-à-dire que la plupart des gens, je suis sûr, trouvent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est une idée magnifique. Si on la prend, qu'on la décompose et qu'on l'installe dans des contextes et des situations totalement pragmatiques, hein, où la pseudo-loi qui est derrière cette idée ne s'applique pas, mais c'est une idée de merde. Genre, vraiment, le premier qui dit ça dans une salle, mettez-lui une petite baffe liftée dans le bas du menton, parce que ce ne sera pas adapté. C'est adapté dans d'autres, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que la plastique des idées, méfions-nous-en, parce qu'encore une fois, se dire, de toute façon, c'est soit, moi je suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique, ça c'est... Alors, la gueule de la plastique de l'idée, elle est quand même pas phénoménale. La plastique, vous avez compris, hein, c'est l'esthétisme. C'est comme on dit, la chirurgie plastique, pour les gens qui se font refaire le pif, le cul ou les seins. On ne parle pas de plastique qui pollue la planète, on parle de l'allure, l'esthétisme, la beauté, etc. L'apparence, voilà l'apparence. Méfions-nous des apparences des idées et de leur plastique, parce qu'il y en a un paquet qui sont des idées de merde et qui nous passent à travers la gueule et qu'on prend comme des espèces de citations philosophiques bouddhistes, parce que suffit qu'en plus ce soit signé par un mec d'il y a 4000 ans qui a sorti ça bourré au cours d'un repas après le siège d'une ville qu'ils ont massacré, pour que tout le monde s'extasie devant la phrase, et bref. Je suis en forme ce matin, les gars, je sais pas si ça vous fait plaisir. En plus, j'ai une journée de malade derrière, hein. Je prends la route, je pars en Normandie, retrouver Oussama rapidement, après le lendemain, je pars à Lille. Bref, donc il faut que j'enchaîne. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas perdu le sujet principal, la pratique. Donc, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que l'inverse, l'opposé de la pratique, c'est la théorie. Alors c'est vrai, scientifiquement, je sais pas comment dire, sémantiquement, c'est vrai. En face de la pratique, il y a de la théorie. Alors de toute façon, la pratique sans théorie, les gars, à moins que ce soit juste de jeter un caillou dans un cours d'eau, le business development, si vous abordez pas la théorie 2 secondes, la théorie, c'est-à-dire l'enseignement, vous allez faire des trucs bizarres. Hein. Je peux pas vous faire peur, mais vous allez faire des trucs très bizarres. Vous allez perdre beaucoup de temps, faire perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens. Et encore une fois, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, vous allez massacrer un nombre de cartouches de leads, etc., machin, mais qui est phénoménal. Alors oui, hein, la pratique va peut-être vous éduquer un peu plus rapidement parce que vous allez prendre 2-3 baffes dans la gueule. Mais un des pièges de la pratique, c'est qu'on croit trop que le monde, l'environnement, le marché va vous éduquer. Mais en fait, les gars, c'est très simple. Ce qui va se passer dans la vie d'un bizdev qui croit qu'à la pratique ou à qui on a fait croire qu'à la pratique, c'est pas qu'à chaque fois qu'il fait un appel à froid de merde, le prospect il se dit bon, écoute Jean-Jean,
Je vais m'asseoir 45 minutes et je vais t'expliquer pourquoi c'est de la merde. C'est pas qu'à chaque fois qu'il envoie un email pourri à des dizaines de milliers de personnes, chacun lui répond en lui donnant ses feedbacks avec des petits bullet points sympas et son numéro pour les contacter si jamais il veut échanger là-dessus. C'est pas ça du tout qui va lui arriver. Ce qui va lui arriver, c'est qu'il va faire aucun résultat. Il va juste se faire envoyer chier toute la journée et ignorer tout simplement la plupart du temps. Alors si ça, c'est un quotidien que vous avez envie vraiment d'imposer à vos business parce que vous trouvez ça super cool déjà, allez vous faire soigner et revenez plus tard. Mais surtout, le fait de ne pas avoir de résultats, c'est beaucoup trop vague comme système éducatif. Parce que c'est pas... quand tu feras un truc bien, tu auras des résultats, donc tu n'auras qu'à pousser dans cette direction, ce qui est vrai en soi quand on est dans une espèce de logique d'A/B testing, d'enseignement par la pratique, oui. Mais là, en fait, l'enseignement dans la pratique, il vaut quand on a appris le métier et quand on s'entraîne. Et j'arrive sur l'entraînement, je vous rassure. Si vous faites du from scratch, c'est-à-dire ce qui est le cas de 95% des business qu'on fout sur le marché, le résultat, c'est juste la conséquence du fait que vous n'êtes rien. Et vous ne saurez jamais dans quelle direction vous êtes en train d'aller, puisque de toute façon, le fait que vous n'ayez pas de résultat ne vient pas nécessairement du fait que la petite strate, le petit point 5 de votre strate, alinéa 6 de votre mail de machin, est pas bon. C'est juste que tout ce que vous faites, c'est de la merde. Donc il n'y a pas de résultat. Mais donc vous ne savez pas quoi améliorer. Et puis, comme je vous dis, comptez pas sur le marché pour vous éduquer. Alors une fois de temps en temps, vous allez tomber sur un mec qui va vous faire un retour instructif, pertinent, mais ça va être une fois sur 1 million. Moi, c'est ce que je fais quand on m'envoie un mail de prospection vraiment pas possible, mais que je sens qu'il y a une intention de travailler correctement derrière. Voilà, donc bref. Revenons-en à nos moutons. L'entraînement. Donc l'inverse de la pratique, ça n'est pas que la théorie. L'inverse de la pratique, c'est l'entraînement pour moi. Et là, alors évidemment, il y a tous les hyperventilateurs qui vont les appeler comme ça, les hyperventilateurs, qui vont venir me dire « Mais non, vas-y, l'entraînement, mais machin, mais tu n'utilises pas les bons termes, mais tu joues sur les mots. » J'ai dit « Frérot, je joue sur rien du tout. Soit tu écoutes ce que j'ai à dire et t'essayes sincèrement avec une intention honnête d'entendre mon idée. Et si vraiment elle te fait mal à la tête, tu peux m'expliquer la tienne. Et encore, c'est si j'ai le temps, parce qu'après j'ai poney et j'ai une journée chargée. Soit tu dégages, en fait. J'ai pas le temps je suis pas en débat, j'ai pas le temps. L'entraînement. Donc je prenais une métaphore, mais qui n'a pas du tout apparemment percuté correctement. Je prenais une métaphore parce que c'est assez simple en général d'un athlète. Donc au hasard, un athlète olympique de sprint, donc Usain Bolt. Si vous ne savez pas qui est Usain Bolt aujourd'hui, eh bien, écoutez, Google est votre ami. C'est quand même inquiétant. Donc Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, champion de sprint aux 100 mètres. Je crois qu'il doit être champion 250 000 fois à peu près, voilà. Usain Bolt. Alors je ne vais pas vous parler des enseignements d'Usain Bolt, de ce qu'il a dit et des phrases philosophiques qu'il a pu sortir, sachant que c'est pas forcément un intellectuel et puis que de toute façon ça m'intéresse pas ce qu'il raconte. Je vous parle d'Usain Bolt en servant comme un support d'exemple. Usain Bolt, quand il court un sprint aux Jeux Olympiques de je sais pas où, de Boulogne-Billancourt, il est dans la pratique. Le jour de la compétition, il vient, il est dans son jogging de pré-échauffement, il n'est pas dans la pratique. Il s'installe dans les starting blocks, il se met dans son petit lycra moulant, et là, l'arbitre, ou je ne sais pas comment on appelle ça, va donner le départ. À l'instant où le départ est donné, là, il est dans la pratique. Avant, il est dans la préparation, donc avec le jogging, le jus d'orange et compagnie. Pendant le sprint, de la compétition officielle de la finale des hommes aux 100 mètres, blablabla, là où il va battre son record du monde, là où il va devenir champion, etc., il est dans la pratique. Ce moment-là, cet instant-là, c'est la pratique. Donc c'est le moment où votre bizdev appelle vraiment un prospect. C'est le moment où votre bizdev approche vraiment telle entreprise, etc. C'est le vrai jour J. C'est le vrai passage à l'acte. Alors évidemment, là où il y a un point de comparaison qui n'est pas bon, c'est que des sprints officiels, donc la vraie pratique, dans la vie du Usain Bolt, elle doit arriver 4 fois par an. Et encore, je suis généreux. Dans la vie d'un bizdev, c'est plutôt 15 fois par jour. Enfin, voire plus. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est juste pour identifier le moment où on parle de pratique. La pratique dans le métier d'un bizdev, c'est le moment où il appelle vraiment des vrais prospects, donc il va cramer une vraie cartouche. C'est exactement pareil pour Usain Bolt. Le moment où il s'est inscrit à une compétition, où il s'est inscrit au championnat départemental d'Ivry-sur-Seine et qui va tenter de gagner le sprint, c'est la pratique. Ok. Est-ce que vous iriez dire, donc on va plutôt parler des JO de Rio, et la finale du 100 mètres homme des Jeux Olympiques de Rio, sachant que les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans les amis, et imaginons que Usain Bolt ne court qu'aux Jeux Olympiques, la pratique pour lui c'est ce jour-là, cette date-là. La finale dure 10 secondes, ou 15 secondes. Voilà. Est-ce que vous iriez dire à Usain Bolt, mon ami,
La pratique va t'aider à augmenter ton niveau. Contente-toi de pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en sprintant qu'on devient sprinter. Et voilà. Et si tu as besoin d'autres idées lumineuses, tu viens me voir. Mais contente-toi de pratiquer, tu vas devenir bon. Est-ce que vous iriez lui dire ça? Parce que ce que vous lui dites quand vous lui dites ça, c'est contente-toi de faire des finales de sprint dans des compétitions officielles et tu deviendras bon. Alors, en dehors du fait, donc comme je vous disais, que ça va être compliqué pour Usain Bolt d'en faire tous les jours, mais imaginons même qu'il puisse en faire tous les jours. C'est faux. Il ne deviendra pas bon en faisant une finale tous les jours dans une compétition officielle. Au contraire, déjà, il va se blesser. Et ça, on pourrait faire une métaphore super intéressante que je creuserai un peu plus tard, mais là, pas dans cet épisode-là, mais il va se blesser, littéralement, parce que vous allez lui demander d'exécuter une chose de la même manière, qui est une mauvaise manière, en répétition, sans jamais... sans jamais faire ce qu'il faut pour éviter la blessure. Donc il va se blesser, c'est sûr. Et il va jamais augmenter son résultat. En quel honneur il augmenterait son résultat? La définition de la folie par Einstein, c'est de faire tout le temps les choses de la même manière en espérant obtenir des résultats différents. Me faites pas chier si c'est pas au mot près ça, mais vous avez compris le sens. Là, vous venez de me décrire la folie. Va faire tout le temps la même chose, tu verras, tu vas progresser. Non? Tu vas peut-être progresser au bout d'un moment, oui, parce qu'en fait, à force d'eux, tu vas avoir des cuisseaux qui vont augmenter. À force d'eux, tu vas repérer que dans le couloir numéro 4, sur le circuit de telle ville, il y a un moment donné où quand tu appuies plus fort sur la partie droite de ton couloir, tu vas plus vite. Enfin, je te dis n'importe quoi. Mais ça, c'est des petits tips, des petits trucs, des petits affinages qui vont se faire avec beaucoup de temps. Tout ça pour gagner quoi? Quelques progrès. Ok. Mais vous croyez qu'Usain Bolt, c'est l'homme le plus rapide du monde, recordman, multi-champion olympique, parce qu'il pratique? Non. C'est ce que je viens de citer, parce que j'ai la flemme de refaire la phrase, parce qu'il s'entraîne. Et parce qu'il s'entraîne comme un taré. Et surtout, et c'est là où toute la différence se fait, où pour moi le nœud du problème se trouve, c'est pas qu'il s'entraîne, c'est qu'on l'entraîne. Et le on en question, c'est pas n'importe qui, le coach, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, le boss, le maître, le coach, l'accompagnateur, l'entraîneur, le préparateur d'Usain Bolt, c'est une légende. Et c'est pas du tout un champion du monde de sprint au 100 mètres. Je sais même pas s'il a pas un peu de bedaine, le gars. Ok? Usain Bolt est un champion parce qu'il s'entraîne et parce qu'on l'aide à s'entraîner de la meilleure manière qui soit. Parce qu'un expert de l'entraînement des plus grands sprinteurs du monde l'entraîne. Lui, son job, c'est juste de sprinter le jour de la compétition. C'est le seul moment où il est tout seul. Le reste du temps, on l'entraîne. On va travailler ses skills, on va travailler ses muscles, on va travailler sa posture, ses réflexes, ses enchaînements, sa mobilité, son explosivité, son mental, etc., etc., etc. Ok? La théorie, c'est pas ça. La théorie, c'est ok, on va décomposer le mouvement biomécanique de moment où je sais même pas comment ils font, ils lèvent leur cul et ils partent en avant au moment du départ. Ok, on va étudier le revêtement de telle piste, les conditions météo. La théorie, c'est quand il est assis le cul sur une chaise et qu'il écoute. Bah, c'est pareil dans le BizDev, il y a un moment donné, il faut qu'il soit assis sur une chaise et qu'il écoute. Ok, la théorie, on peut en faire. Il y en aura forcément un peu plus de théorie, quoique je dénigre pas la proportion de théorie qui peut être déployée, le volume de théorie qui peut être déployé pour emmener un mec au niveau olympique mondial du sprint. Mais en tout cas, en BizDev, il y a de la théorie, ça c'est un truc qui fait pas de doute. Ok, mais on a la théorie du BizDev, ok, on a la pratique du BizDev, mais c'est quoi l'entraînement? L'entraînement, les gars, l'entraînement, c'est tout ce qui peut permettre à la pratique d'augmenter en termes de niveau. Vous prenez ce qu'il fait en pratique, vous le décomposez en toutes les disciplines. Il y a un premier étage qui est tous les éléments qui composent la pratique. Bah déjà, tous ces éléments-là, il faut les découper et les entraîner de manière isolée. Et après, les entraîner de manière globale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un premier point. Mais il y a aussi tout ce qui a des conséquences sur chaque élément de la pratique. Tout ce qu'on ne voit pas dans la pratique, mais qui, comme je vous disais, par exemple, le fait qu'Usain Bolt perde 1 kilo, ça a un impact sur son résultat, je pense, qui est phénoménal. Alors 2 kilos, je vous en parle même pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'il ait beaucoup plus travaillé sa fibre musculaire à tel endroit de son cuisseau ou je sais pas quoi, ce qui lui confère une explosivité beaucoup plus impressionnante tout en minimisant le risque de blessure, ça a un impact sur son résultat. Ok? Bon, le fait qu'il ait travaillé sa chaussure en l'usant d'une certaine manière volontairement, là je vais loin, hein, j'invente s'il faut, c'est pas du tout, etc., bah, ça lui confère une stabilité et un confort dans son mouvement de départ qui a un impact sur son temps.
Alors eux, ils grappent des dixièmes de seconde, vous avez compris. Bah, tout ça, il faut leur réussir à le transposer dans ce qu'est la vie et le métier d'un business. La manière qu'il a d'appeler, la manière qu'il a d'écrire, la manière qu'il a d'organiser sa journée, la manière qu'il a de présenter le produit, la manière qu'il a de donner les rendez-vous et de les articuler, etc. etc., etc. Et encore, et comme je vous disais, dans chacun de ces trucs-là que je viens de citer, on peut rentrer dans des sous-catégories et isoler et leur faire travailler chaque point. Mais vous ne pouvez pas leur faire travailler tous ces points que je vous dis là avec des vrais prospects dans la vraie pratique. Sinon, vous n'êtes pas en train de vous entraîner, vous êtes en train de faire juste le job. Mais de toute façon, dans la pratique, vous ne pouvez pas isoler quelque chose. Vous faites la pratique. Le jour du sprint de la finale des Jeux Olympiques, c'est global. Il n'y a pas de non, mais là, je vais travailler que le premier mètre. Pardon, je vais pratiquer que sur le premier mètre. Vous m'en voulez pas, vous faites la course, vous, mais moi, je vais faire que 1 mètre. Ah non. Vous voyez ce que je veux dire, c'est absurde. Donc, je ne sais pas si c'est une métaphore que les gens comprennent, parce qu'apparemment, il y a Vincent, dont je vous parlais, m'a répondu et il a l'air d'être passé à côté de ce que je voulais dire, mais c'est moi qui ai du mal à écrire. Il m'a dit oui, mais si tu mets là, le Kipchoge, donc je sais pas si on prononce Kipchoge, mais en tout cas le marathonien le plus impressionnant, le Kenyan, trimilliard de fois champion du monde de marathon, en face du Usain Bolt, il le fume. Alors là, j'étais en mode ouais, alors fais faire un sprint entre les deux mecs, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui fume les deux. Fais faire un marathon entre les deux mecs, il n'y en a qu'un seul qui fume les deux. Donc on s'est perdu, je pense que je ne devais pas être clair dans mes propos, même si moi j'avais l'impression de l'être. Ce qui n'est pas du tout une bonne excuse. Donc voilà, mais là j'espère que vous avez un peu mieux compris la différence. Et s'il y a des bizdev qui me regardent, venez contactez-moi, venez me parler les gars, parce que vraiment, c'est pas pour vous faire c'est vraiment pas pour vous faire du bullshit, mais prenez-le comme vous voulez, mais vraiment c'est une des meilleures décisions que vous allez prendre dans votre vie, de venir me contacter. Venez me parler de vos problématiques et on va parler entraînement, vous et moi. Moi, je me suis entraîné en tant que sales, en tant que bizdev, et ça m'a permis de faire un tas de choses. Ça m'a permis de faire un tas. Alors, je peux vous parler d'oseille, de machin et trucs, je m'en fous de ça. Mais ça nous a permis, avec un pote à moi, quand on a lancé une boîte, de passer de 0 à je sais pas, 1500 clients. Ok, ça se fait pas juste parce que vous avez un budget pour faire des ads sur Facebook, sur Google et compagnie. Donc, si votre métier, c'est d'exceller dans une discipline, imaginez que le fait d'être bizdev, c'est une discipline athlétique. Hein. Faites-le comme ça si ça vous parle. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème à utiliser des images et des métaphores et des modèles mentaux. Mais vous devez être un athlète complet. Vous devez être un athlète solide. Vous devez être un athlète endurant. Vous devez être un athlète cultivé sur son domaine. Vous devez être un athlète opérationnel. Le mot, c'est opérationnel. Et normalement, c'est une responsabilité que vous partagez avec les personnes qui vous ont fait venir sur la discipline, qui vous ont fait venir dans le domaine, qui vous ont fait venir dans la boîte. Donc en gros, je parle de vos managers, des gens qui vous ont recruté et de votre patron. Normalement, c'est un truc que vous devez partager avec eux comme responsabilité, mais le fait est que on les voit rarement porter leur responsabilité. Encore une fois, on va rester courtois. Donc, vous avez 2 possibilités à ce niveau-là. 3, on va dire, s'il y en a une qui est un peu insignifiante. La première, c'est d'être neutre et de dire bon, de toute façon, je m'en fous, je me coltine le truc, et puis tant pis pour eux, tant pis pour moi. Et puis le jour où j'en ai marre, je me barre. Mais en fait, les 2 vraies possibilités que vous avez, c'est de sisubir. Et là, vous allez vivre la vie de 90% des bizdev qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais pour l'instant. Ou alors, c'est de réagir et de vous prendre vous-même par la main et de régler vos problèmes. Et c'est pour ça que je vous dis, venez me voir. N'hésitez pas, si vous avez peur, si vous n'êtes pas sûr, allez voir d'autres bizdev que vous voyez passer dans mes publications, etc., machin, qui ont certainement eu à un moment donné affaire à moi, que j'ai accompagné ou que j'ai formé dans une école ou quoi. Posez-leur les questions. Vous verrez, ils vous répondront. Et si vous le sentez, venez me voir. Donc, je récapitule. Je sais pas pourquoi, mais je le fais. Il faut vous entraîner. Il faut entraîner vos bizdev. Et grande nouvelle, si vous ne le saviez pas, entraîner, développer des programmes d'entraînement, identifier les skills à entraîner, etc., c'est un métier. C'est un travail. C'est un savoir-faire. Ça demande une vraie expertise. C'est la mienne, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc, si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas cette capacité-là, le fait de rien que d'en avoir l'intention et d'essayer de commencer à avoir par vous-même, c'est déjà top. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais allez solliciter des gens dont c'est la spécialité. Posez-vous les vraies questions. Si déjà vous n'êtes pas un champion du monde en bizdev et que vous êtes censé diriger une équipe de bizdev, bon, c'est pas votre faute. On va pas vous brûler vif. C'est pas grave. Mais déjà, c'est un souci. Donc déjà, vous devriez ne serait-ce que proposer de la formation à vos bizdev, rien que sur la théorie, via quelqu'un d'autre. Mais en plus de ça, n'allez pas vous inventer professeur et ne allez pas vous inventer entraîneur d'une discipline que vous n'êtes pas capable d'exécuter. Je parle dans un niveau basique. Hein. Encore une fois, le coach, l'entraîneur du Usain Bolt, il n'est pas champion olympique de 100 mètres. Par contre, il s'y connaît légèrement en sprint et en champion olympique de 100 mètres parce qu'en fait, il en a fait son expertise de les entraîner, de les amener de 0 à 100.
Voilà, donc je vais écourter ce sujet-là et écourter l'épisode tout court là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. Je me rappelle même plus des sujets qu'on a abordés. J'espère que ça a été cool, que ça n'a pas été chiant. Vraiment, faites-moi vos retours. La semaine dernière, je vous parlais de Simon, de Jérémy Coleman. Il y a plein de gens qui me font des retours, etc. Mais n'hésitez pas, même s'il y a des trucs qui ne sont pas forcément toujours agréables à dire. Suggérez-moi des sujets, mais dites-moi, ok, voilà, ça c'était bien, ça c'était pas bien, on t'a bien entendu, on t'a pas bien entendu, est-ce que tu peux creuser tel truc N'hésitez vraiment pas. Donc voilà, grosse force à tous mes amis BizDev et puis j'embrasse quand même très fort sur la joue leur manager, leur CEO, etc. J'ai été dur avec vous, mais parce que je suis comme ça, quand je suis habité par le sujet, je m'enflamme un peu, mais j'ai été dans vos baskets de toute façon. Moi j'ai tout fait sur l'échelle du truc. J'ai été BizDev, sous-BizDev, pseudo-chef d'équipe de BizDev, manager de BizDev, j'ai été sales et j'ai été, on va dire, fondateur, entrepreneur, head of sales, ce que tu veux, machin. Donc je connais les casquettes, les baskets. Le problème, c'est toujours ce qui a marqué sur la carte de visite, on s'en branle. Le problème, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez ? Est-ce que vous êtes capable d'emmener vers le haut les gens qui sont censés exécuter à votre place une certaine compétence et un certain taf ? Et si c'est pas le cas, comment vous allez faire pour régler le problème ? Il y a une réflexion que je me faisais dans la voiture il y a pas longtemps sur le mot management. Parce que pour moi, la plupart des managers sont pas des managers, sont juste des responsables. Je sais plus qui m'avait fait penser à ça. Je sais pas si c'est pas Arthur, enfin bref. La plupart des managers sont pas des managers, sont des responsables. C'est-à-dire que leur seul job, en fait, c'est de vous gérer en tant que masse salariale. Et ils ne managent rien du tout. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des excellents managers, notamment un que j'embrasse très fort, qui s'appelle Stanislas Lunel, qui a été mon manager quand j'étais sales chez Assess First, qui est vraiment, pour moi, un mec à part en termes de management. Management, c'est gérer ses équipes pour qu'elles atteignent leurs objectifs. Mais c'est un mot anglais, hein, vous vous doutez bien. Sauf que, prenez la racine de ce mot anglais. To manage, en anglais, le sens premier, c'est pas gérer, c'est réussir. To manage to do something, c'est ou doing something, je sais pas comment ils disent les gens qui savent parler anglais, c'est réussir. Donc quand vous êtes manager, alors c'est pour faire de la philosophie sémantique de merde pour terminer l'épisode, parce que là je suis à 3 mètres de la voiture, quand vous êtes manager, votre objectif c'est de réussir. Pas vous en fait, votre équipe, les gens que vous gérez. Le seul but d'un manager, c'est de mettre des gens sur une piste, de leur dire tu vas là-bas, et tout ce qui t'empêche de réussir, je viens t'aider à le virer de ta route, et tout ce qui peut te faire réussir plus vite, je viens t'aider à le mettre sur ta route. C'est le seul job d'un manager. Ou d'une manager. Hein. Vous êtes là pour faire réussir votre équipe. Vous ne pouvez pas réussir si votre équipe ne réussit pas. Mais votre métier, c'est de faire réussir. C'est pas de gérer de manière administrative comme un responsable de colonie de vacances. Vous n'êtes pas... vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas chef de centre aéré. Vous êtes manager. Votre seul objectif doit être de faire réussir votre équipe. Et évidemment, ça implique aussi un petit peu de gestion d'humain, etc. Oui, je te mets le planning, oui, je te prends ton congé payé à taille, oui, t'inquiète, je pense à machin, à ta déclaration de trucs. Ça, c'est 1%. Il faut que 99%, ce soit l'obsession de dire qu'est-ce qui empêche tel élément de ma team de réussir. Et aujourd'hui, ça doit bouger. Sur ces sages paroles, je vous embrasse. Moi, je vais pas tarder à prendre la route. Demain, j'essaye de vous réenregistrer un nouvel épisode, mais demain, en fait, je vais me réveiller au domaine d'Ablon, donc je vais être dans le manoir d'Oussama, dans la cachette d'Oussama Hamar en Normandie. Alors c'est un endroit qui se prête vachement bien à tourner un épisode de Gamba des Grands-Berges, donc je vais tout faire pour pouvoir le tourner. J'espère juste que la météo sera clémente et de toute façon, vous me connaissez, je trouverai des solutions. Donc je vous embrasse super fort, ça m'a fait très plaisir de vous parler de Steve Jobs aujourd'hui. Allez vous acheter une biographie, tu sais ce que vous faites ? Vous fermez ce podcast, vous regardez votre agenda de la journée et vous vous dites à quel moment, soit sur Amazon, mais allez dans les petits commerces, allez dans les librairies, c'est un petit peu mieux. Ou à la Fnac si vraiment vous n'avez pas le choix, mais ils sont déjà bien assez riches comme ça. Je plaisante. Ils ont le droit d'être riches. Hein. Allez vous acheter une biographie, celle que vous voulez, et dites-moi quelle biographie vous vous êtes acheté. Alors, faites pas juste un gag en allant vous acheter la biographie la plus éclatée au sol que vous trouvez. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais allez acheter une biographie. Attention, je dis pas qu'il faut pas en lire, mais moi, je fais quand même une grosse distinction entre biographie et autobiographie. Ok ? Il y a des autobiographies de légende, ça c'est certain, mais je fais quand même une grosse distinction entre biographie et autobiographie. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que tous les gens qui ont écrit une autobiographie sont des escrocs qui racontent n'importe quoi, mais il y a une très grosse différence entre quelqu'un qui a fait un travail
de recherche, d'enquête, de recoupement et d'écriture, mais donc d'historien, enfin de biographe, en gros, tout simplement, et quelqu'un qui a juste raconté sa vie, parfois en la romançant, parfois non. C'est un autre véhicule, c'est un autre message. Mais moi, je suis plus sensible aux biographies. Donc, coupez ce podcast, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, achetez une biographie, respectez les bisdev quand ils vous appellent à froid, ne les envoyez pas chier trop fort, pensez à leur quotidien que je viens de vous expliquer. J'ai failli me casser la gueule, vous l'avez vu. Prenez soin de vous, exécutez des choses et on se reparle très très vite dans un prochain épisode. Salut. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.